Créer sa première entreprise à 16 ans et la revendre quelques années plus tard pour plusieurs millions d'euros, c'est le parcours incroyable de mon invité du jour qui s'appelle Adam Hassan. Adam est un acteur majeur de la creator economy en France et à l'âge de 16 ans, il décide de créer une entreprise qui s'appelle Oka Media, une plateforme qui connecte les plus grands créateurs de contenu aux meilleurs monteurs du marché. Ce qui a donné avec les années des post-productions incroyables et surtout que ce mec a travaillé avec plus de 700 chaînes YouTube. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Mais une fois qu'il a décidé de vendre son entreprise pour 3 millions d'euros, il décide d'en créer une nouvelle, Creative Group. Il permet notamment de produire les dernières vidéos divertissement de Yumi Denzel et c'est pas le seul youtubeur avec qui il travaille. En plus de ça, lui aussi il a un podcast qui s'appelle Solo Créa. Un podcast où il invite des acteurs de la creator economy composés d'entrepreneurs, streamers, media makers. En gros, pour la faire courte, il invite la crème de la crème. Donc si vous voulez en apprendre plus sur le parcours incroyable de ce jeune entrepreneur, qui est d'ailleurs très humble et qui a travaillé comme un acharné pour en arriver là, cet épisode est fait pour vous. Je vous souhaite donc la bienvenue pour un nouvel épisode d'Équilibre et Performance et je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre et Performance et aujourd'hui je me retrouve avec Adam Hassan, donc 23 ans comme moi mais qui a un parcours dans l'entrepreneuriat on va dire assez précoce. Donc tu as commencé à 16 ans à fonder du coup ton entreprise Oka Media, donc une entreprise dans le domaine de la creator economy, et avec Oka Media tu réponds du coup à un besoin surtout crucial actuellement, c'est connecter les créateurs de contenu avec les monteurs vidéo talentueux pour maximiser leur impact sur les plateformes d'écoute telles que YouTube et TikTok et Instagram. En seulement quelques années, tu as transformé donc ton idée en une société florissante avant de la vendre à Jelly Smack, donc un géant mondial dans le secteur. Donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, tu as 23 ans et tu continues d'évoluer dans cet univers. Tu es notamment passé, on va dire, dans quelques vidéos YouTube avec des personnes influentes comme Oussama Hamar ou Yumi Denzel. Et également, tu produis leurs vidéos. Donc, ça va être un peu aussi pour parler un peu de tout ça. Comment ça se passe le fait de produire des vidéos YouTube pour des grands créateurs de contenu. Comment tu en es arrivé là. Et puis voilà, donc je te laisse présenter au cas où si j'ai loupé quelques étapes. Mais en tout cas, bienvenue sur le podcast. Très cool. Bah, merci encore une fois pour l'invitation, Tony, et merci pour cette introduction pleine d'éloges à mon égard. Non, écoute, franchement, t'as bien fait tes devoirs, j'ai envie de dire, parce que c'est assez complet. En résumé, en tout cas, j'ai effectivement commencé par mon entreprise, du coup, Oka Media, que j'ai lancé assez jeune. Aujourd'hui, j'ai 23 ans, comme tu l'as dit, mais voilà, ça fait donc 7 ans que j'entreprends. Et il y a eu une petite période où j'ai été, du coup, salarié chez Jelly Smack suite à la vente, du coup, de ma première entreprise, Oka Media. Aujourd'hui, du coup, j'ai monté ma troisième entreprise et je reviens justement dans la creator economy avec Creative Group. On en parlera, voilà, si tu veux, mais en tout cas, c'est un peu ça, effectivement. T'as très bien résumé, en fait. J'ai rien à rajouter à cette introduction. Comme pour chaque invité, tu me donnes de ton temps, je fais mes devoirs justement pour que l'échange soit le plus intéressant pour les gens et surtout même pour moi, pour pas non plus être trop en mode j'apprends des choses, même si évidemment je vais en apprendre, surtout avec un profil comme toi. Donc déjà, bah, en vrai, si on peut revenir un peu sur ton parcours, genre d'où tu viens, où tu as fait tes études et forcément, on s'en est venu de créer ta première boîte à 16 ans. Carrément. Allons-y. Merci encore une fois. Et je crois que je l'ai pas dit, mais je suis très content d'être là. Donc, voilà. C'est parti. Donc, écoute, donc je m'appelle Adam. Voilà, je viens de Savoie initialement, Aix-les-Bains pour être précis pour les deux personnes qui auront la ref dans tes auditeurs. Mais voilà, je suis né à Grenoble et j'ai grandi donc à Aix-les-Bains en Savoie. J'y suis resté jusqu'à mes 18 ans en fait et j'ai en fait découvert le montage vidéo en voulant me lancer comme beaucoup de jeunes, je pense, peut-être que c'était ton cas aussi, tu me Ouais, diras, mais en tout cas, c'était la grande ouais. époque de YouTube. Il y avait un peu la méta, bon, il y avait Call of Duty évidemment, mais il y avait, c'était la grande époque de Clash of Clans et de Minecraft. Mm. On parle de 2012 à 2016 C'est quoi ça. sur YouTube. Et moi j'ai commencé par Clash of Clans. Voilà, j'ai choisi mon Pokémon on va dire de départ et en fait j'avais monté à cette époque-là, donc à mes 12 ans, ma première chaîne YouTube où j'avais atteint en 2 ans je crois 10 000 abonnés, ce qui pour moi était incroyable à l'époque. En fait je faisais des tutoriels voilà pour des astuces on va dire et des petits hacks tu vois sur Clash of Clans à l'époque. Mm. J'avais atteint 10 000 abonnés, j'avais fait quelques millions de vues sur grâce à quelques vidéos qui avaient pété à l'époque. Et du coup bah comme toute personne qui se lance sur YouTube, en tout cas assez jeune, et à cette époque-là surtout, je pense que c'était pareil pour tout le monde, il a fallu que j'apprenne sur le tas YouTube, mais aussi tout ce que ça implique, c'est-à-dire écrire un minimum de vidéos, comment est-ce qu'on trouve des idées de vidéos, et surtout le montage. Voilà. Et donc en fait, j'ai au fil des années découvert que la partie qui me plaisait le plus, qui m'intéressait le plus et que je voulais le plus creuser, sur laquelle je passais clairement le plus de temps, c'était le montage vidéo. Et donc j'ai décidé après que ma première chaîne dont je viens de te parler, se soit faite supprimer, d'en lancer une nouvelle, mais sur laquelle je n'aurais que du montage à faire. Voilà. Cette deuxième chaîne-là, je l'ai créée donc quand j'ai 14 ans.
On est en 2016 à ce moment-là et elle s'appelle Best of Sardoche. Voilà, la chaîne existe toujours aujourd'hui. Mais c'était un concept assez novateur pour l'époque puisqu'aujourd'hui, c'est donc le concept de la chaîne, c'est de faire des best-of comme son nom l'indique d'un streamer Twitch dont le pseudo du coup est Sardoche, qui était à l'époque l'un des top streamers League of Legends sur Twitch. C'était aussi les débuts de Twitch, enfin les débuts, c'était le moment où Twitch était en train d'exploser, c'était pas aussi démocratisé on va dire qu'aujourd'hui. Et en fait, bah, aujourd'hui, voilà, c'est ce que je disais, tous les streamers ont sur Twitch, on va dire, qui ont une bonne présence sur ce réseau-là, ont aussi leur chaîne un peu YouTube, souvent dédiée au best-of. Voire ils ont deux chaînes YouTube, une dédiée, on va dire, à leurs vidéos YouTube natives pour la plateforme et une dédiée à leur replay ou à leur best-of Twitch. Mais à l'époque, ça n'existait pas trop. Et donc moi, je suis arrivé avec ce format novateur et j'ai rapidement eu beaucoup trop de demandes pour moi tout seul. Ce qui fait que j'ai identifié, on va dire, un besoin qui avait des deux côtés. Autant celui des créateurs qui voulaient, qui m'appelaient parce qu'ils voulaient absolument des vidéos, ils voulaient déléguer le montage parce que c'est une compétence, voilà, comme tu le sais, qui demande quand même un certain, voilà, un certain, j'allais dire talent, mais Le au-delà du talent, savoir-faire. voilà, un Ouais, la savoir-faire. C'est patience, ça le hein. mot que je cherchais. La Merci. patience. Et de l'autre côté, bah, il y avait de plus en plus de monteurs vidéo autodidactes comme moi qui cherchaient des clients. Moi, le premier. En fait, pour la petite histoire, voilà, ma première chaîne YouTube, malgré le fait qu'elle marchait bien entre guillemets, que j'avais ma petite commu et tout, s'était fait supprimer parce que j'avais commencé à virer au niveau de l'édito de la chaîne sur des tutoriels pour craquer des logiciels, genre Adobe Premiere Pro, After Effects, etc. Ouais, Et ok, donc j'ai ouais. commencé à prendre des strikes. Et au bout de 3 strikes, Ok, je ouais, sais pas c'est si vrai. c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque, ma chaîne s'était fait supprimer comme ça. Et donc j'ai cherché en fait une nouvelle chaîne dans laquelle me lancer parce que j'étais accro à YouTube, mais sur laquelle je n'aurais qu'à faire du montage. Voilà, je l'ai pas précisé, et d'où la naissance de Best of Sardoche, puisque c'est l'image du coup de quelqu'un d'autre. Je prenais les replays du streamer donc Sardoche, j'en faisais des best-of, et c'est comme ça que tout a démarré. Voilà, je sais pas si l'intro est trop longue, Non, ça a c'est découlé ensuite parfait. sur Ocamedia, mais C'est parfait. globalement voilà. Mais du coup, Sardoche, tu as fait un peu, on va dire, des best-of à son insu au début et après, peut-être que tu as collaboré avec lui ou tu as pu collaborer directement avec lui parce que je sais que c'est un gros streamer. Ouais, au Donc, début, j'ai pas demandé la permission, et la chance que j'ai eue dans toute cette histoire, c'est qu'en fait, il m'a fait confiance assez rapidement, et il a même valorisé la chaîne, c'est-à-dire qu'il était content que quelqu'un, en fait, à l'époque déjà, il y avait un peu des best-of qui popaient à droite à gauche sur des chaînes random, si tu veux, de gens qui avaient leur ouais, chaîne ouais. perso, et pour le kiff, ils faisaient un best-of de temps en temps, tu vois, de stream de Sardoche ou d'autres, tu vois. Euh, et, euh, et moi, j'avais créé une chaîne dédiée, du coup, qui portait son nom Best of Sardoche, et sur laquelle il y avait que des best-of, et il y en avait minimum un qui sortait toutes les semaines. Et voilà, et là, ça fait, je sais pas, 8 ans, du coup, ouais, 7-8 ans que la chaîne existe. Et à part quelques petites rares périodes, il y a toujours eu le best-of, tu vois, qui sortait chaque semaine. Et lui, il avait valorisé ça sans me vanter. Je bossais aussi beaucoup plus les montages ceux que je pourrais appeler mes concurrents à l'époque. Et donc, lui, il a été assez content. Et quand je dis que j'ai eu de la chance, c'est qu'en fait, n'importe quel autre streamer ou créateur, pour connaître maintenant assez bien le milieu et ce type de sujet, m'aurait shut down la chaîne, en fait, m'aurait demandé d'arrêter ou aurait récupéré tous les revenus, etc. Lui, il m'a laissé. Il y a eu une période où il m'a dit, vas-y, on fait 50-50 sur les revenus. Mais en fait, assez rapidement, enfin, ça a duré moins d'1 an, je crois. Et ensuite, il m'a laissé tous les revenus pour que je puisse développer la chaîne, embaucher des monteurs, justement, etc. Voilà. Et ensuite, si tu veux, je peux t'expliquer comment ça a débouché sur Ocamedia, mais c'était ça mes débuts dans le montage, en fait. Ok. Peut-être que je me suis trompé de réponse à ta question. Non, il Est-ce y que a pas de c'était souci, Ocamedia ou t'inquiète. c'était les débuts dans le montage? C'est le format podcast, hein, ça part un peu On a le temps. en live à chaque fois. C'est un peu le but justement pour aller un peu plus profond dans les sujets. Et par exemple, là, cette chaîne, tu l'as montée à combien si elle est toujours active du coup? Elle a Là, elle combien a d'abonnés là? 260 000 abonnés, je crois, entre Ouais, quand même, 250 ouais. et 280, je t'avoue, je sais même J'imagine pas, que c'est c'est la honteux. numéro une pour les best-of de Sardoche ou lui-même Oui, ouais. il Bah, a ses lui, il a best-of sa dans propre sa... chaîne. Il avait déjà une chaîne YouTube qui existait, mais sur laquelle il publiait pas grand-chose ou des Ouais, trucs, où il publiait en vrai pas grand-chose, ou alors des games, tu vois, à part entière, ok. qu'il pouvait faire. Mais ouais, il a une chaîne à lui perso qui a un peu plus d'abonnés, 300 000, je crois. Ok, donc à partir de 14 ans, tu commences à faire ça pour lui, jusqu'à 16, 17 ans, où c'est toi qui fais les vidéos. Parce qu'après, du coup, tu as Ouais, c'est commencé ça. à monter Mm. au K-Media, forcément, ça a Ouais, découlé sur ça. Donc en fait, le besoin est arrivé par le fait justement d'avoir eu ce côté un peu autodidacte pour la chaîne de Sardoche. ouais. Donc En fait, il y après, a eu trois tu as étapes. eu... Hein? Si tu veux, il y a eu 3 étapes. Allons-y. Je peux te les expliquer. Donc, la première étape, c'est découvrir YouTube. C'est ce que je t'ai expliqué avec ma première chaîne. Je me rends compte que, en fait, ce que j'aime, c'est faire que du montage. Enfin, c'est la partie que je préfère. Donc, je Ouais, cherche une manière de ta faire zone que de ça. génie. Hein. Exactement. Donc, ma première chaîne se fait supprimer. Je lance Best of Stardust, qui me permet de ne faire que du montage. Presque. Parce qu'il y a quand même une partie recherche, des rushs, on Ouais, va dire, cool. de stream. Voilà. Du coup, je fais que ça pendant 1 an et demi. Ça me va. Et au bout d'un moment, justement, au bout d'1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça, entre mes 14 et 16, justement, je commence à avoir des clients, notamment streamers, qui me sollicitent pour avoir la même chose, ou juste pour que je monte leurs vidéos, parce qu'ils voient, on va dire, la qualité des montages qu'il y a sur ma chaîne à l'époque. Quand je dis ma chaîne, c'est Best of Sardoche, du coup.
Moi, je me rends compte que ce serait plus intéressant que je fasse ça plutôt que de monter, de continuer à monter les vidéos de la chaîne Best of Sardoche, parce que d'une, je commence à en avoir un peu marre de monter du Sardoche, tu vois, avec toujours les mêmes clips du même mec, tu vois, au bout de 2 ans, même si voilà, je l'adore, que ce soit en tant que personne ou en tant que créateur, mais bon, au bout d'un moment, voilà, c'est agréable de changer aussi, tu vois, de Normal. diversifier. Et surtout, financièrement, ça faisait plus sens pour moi aussi, puisque j'arrivais à un moment où il y a eu une croissance comme ça au début de la chaîne, mais après, bah, ça suivait, on va dire, la cote de popularité de Sardoche, on va dire, et donc, bah, la chaîne, à son pic, je sais pas, elle générait 1 000 € par mois, peut-être, voilà, donc c'était bien, tu vois, mais je veux dire, pour en vivre, il fallait que je génère plus, et donc pour ça, il fallait que je travaille Normal. pour des clients. Donc, la troisième étape, c'était, du coup, d'arrêter de faire mes propres montages pour la chaîne de Sauce Sardoche et de commencer à en faire pour des clients. Et donc, pour ça, j'avais besoin de recruter des monteurs vidéo pour ma propre chaîne. Donc j'avais le rôle du créateur qui cherche à embaucher des monteurs. Et en même temps, en tant que monteur, je voulais trouver de nouveaux clients pour mieux gagner ma vie et plutôt être autour de 2 000 à 3 000 € par mois. Et en fait, dans ce processus-là, je me rends compte que voilà, il y a plein de créateurs qui me sollicitent, comme je te le dis, moi j'en démarche, etc. Donc je cherche, je vois ce que c'est d'être un monteur qui se fait solliciter et qui cherche des clients. Et de l'autre côté, je vois des monteurs qui cherchent du travail et qui galèrent à trouver des clients. Ouais, et là, tu Je t'es me dis, dit: mais il y a «Bon, un problème, voilà voilà. quoi». Ouais, Pourquoi il n'y a pas une zone, un endroit où ces deux évolue. populations-là se rencontrent parce qu'elles se cherchent toute la journée en fait. Et c'est de là qu'est venue l'idée d'Okamedia. Je voulais résoudre ce problème-là et le fait que c'est toujours en partie le cas aujourd'hui, mais à l'époque, en tout cas, le recrutement de monteurs vidéo se faisait exclusivement sur Twitter ou en story Insta, à base de formulaires à remplir, et les créateurs ils reçoivent 500 mails derrière ou 1 500 et ils doivent passer des journées à tout trier. Enfin, c'est vraiment très chronophage, que ce soit de leur côté et aussi pour les monteurs qui candidatent, c'est très incertain, c'est du volume, enfin c'est pas quali quoi. Donc je voulais créer avec Okamedia un service qui permettrait aux monteurs vidéo de mieux vivre de leur activité et aux créateurs de déléguer leur montage facilement. Ouais, bah écoute, explication très très précise. Donc ouais, et justement après, comment t'as vu, on va dire, le développement de Oka Media? T'as recruté combien de personnes? Donc là, on part à peu près à tes 16 ans, tu commences à créer la boîte, à peu Ouais, près. c'est ça. Voilà. Et comment du coup tu vois l'évolution du truc? Tu commences à recruter combien de personnes avec toi? Deux, trois? Est-ce que c'est ils sont en freelance? Déjà à 16 ans, du coup on était en 2017. Bon, parler de tout ce qui est, on va dire, fiscalité. Est-ce que je prends un salarié? Est-ce que je prends un freelance et tout? Comment tu as commencé un peu à avoir forcément cette graine, on va dire, de chef d'entreprise, d'entrepreneur pour Ouais. justement forcément mettre les gens en relation. Mais est-ce que tu as déjà pensé au fait de plutôt prendre des freelances plutôt que de prendre un salarié? Ou t'as fait cette erreur parce que tu t'es dit, bah, il faut que je tente. C'est un peu le truc. En général, on recrute des salariés, on recrute pas des freelances. C'est pas le premier truc qui est dit en 2017. Enfin, comment t'as vu le développement au début? Ouais, bien sûr. Bah, alors effectivement, j'ai commencé avec des freelances au démarrage puisque mon modèle c'était de faire de l'apport d'affaires en fait côté freelance. Donc si toi tu es Tony, monteur vidéo, en travaillant avec moi, je t'apportais sur un plateau des projets tout cuits, bien organisés, avec des rushs propres, des briefs et cahiers des charges propres. Et Dieu sait que Ouais, c'est pas souvent le cas avec certains créateurs, etc. En gros, moi je faisais l'intermédiaire qui t'apportait un projet clean que tu avais plus qu'à dérouler avec une échéance, un budget sécurisé, etc. Où tu savais que tu allais être payé parce que c'est moi qui te payais. Et moi je faisais l'interface avec le créateur. Mais donc au début, j'avais un peu ce rôle d'apporteur d'affaires, donc ça faisait plus sens de travailler avec des freelances. mmh, Mais en fait, à l'époque, donc je te dis ça, c'est ce que j'ai commencé à faire quand j'avais 15 ans. Et en fait, bah, j'avais, je sais pas, à l'époque, je faisais donc en volume d'affaires, on va dire, j'étais, je pense, entre 10 et 15 000 € à cette époque-là. Euh, mais donc j'étais freelance et c'est ça, en fait, je sous-traitais fiscalement parlant à des freelances. Et donc c'était stupide parce que, comme tu le sais, en tant que freelance, on paye des cotisations et des charges, si tu veux, sur son chiffre d'affaires et pas sur son bénéfice ou peut-être. sa marge comme en société. Ouais, ouais, donc en fait, Ce qui veut dire tu que je peux rentre pas. 10 et si moi, par exemple, je veux prendre 20% ou 10% de commission, voilà, mettons par exemple voilà 15% de commission, je rentre 10, je reverse du coup 8 500, tu vois, aux différents freelances avec qui je travaille pour les différentes missions qu'ils font, et moi je me paye du coup 1 500 pour les services que je leur rends, l'apport d'affaires, la garantie de paiement, etc. Sauf qu'en fait, moi, je paye 22% du coup de charge sur les 10 000 que je rentre. Donc ça veut dire que je suis en négatif, tu vois, à la fin. Donc en fait, Ouais, le modèle marche pas. tu C'est diminues ça. pas tes coûts de logiciel, de tout ce qu'il y a avec, quoi. Ouais, exactement, mais c'est même fiscalement, ça marchait pas. Donc, initialement, j'ai créé la société juste pour que fiscalement ça fonctionne et OK. pouvoir payer des freelances et pour que ça passe en charge, tout simplement. Ouais, normal. Donc j'ai créé la société à ce moment-là, donc fin 2018, ouais, à 16 ans. J'ai du coup continué à travailler avec des freelances. J'avais donc des monteurs vidéo, mais aussi des chefs de projet, des dérushers, des graphistes, etc. J'avais essayé déjà de construire un peu des équipes. L'une des valeurs ajoutées, on pourra en parler après si tu veux, mais que j'essaie d'ailleurs de développer là encore plus avec Creative Group, c'est la spécialisation des personnes qui travaillent avec moi et qui vont venir améliorer le rendu et le résultat final en fait de chaque vidéo
en ayant un spécialiste qui travaille à chaque étape de la vidéo, tu vois. Donc un motion designer si on a besoin de motion design, un graphiste si on a besoin d'habillage. Mmh. Le monteur, en fait, il va plutôt faire l'assemblage final et dans une certaine mesure les effets. Voilà, s'il y a besoin, on va avoir un dérusher. En fait, on peut avoir plusieurs intervenants qui viennent sur une vidéo. Et à l'époque, c'était franchement complètement innovant parce que déjà aujourd'hui, J'avoue. je connais pas trop d'acteurs qui font ça. Et à l'époque, ça n'existait pas du tout. Donc pardon, j'ai un peu dévié la question. Mais donc, je commence avec des freelances. Comme ça, je garde ce modèle d'apport d'affaires. En parallèle, je développe un peu les offres côté client, créateur. Et mon but, c'est juste de rendre les freelances, qu'ils soient graphistes ou monteurs vidéo ou autres, le plus heureux possible et leur apporter des missions pour que, grâce à Okamedia, ils puissent vivre mieux que sans. Non, mais Et clairement. côté client, qu'ils aient une expérience et des résultats finaux, on va dire, au niveau du rendu de leur vidéo, qui soient mieux que si ils passent pas par Okamedia. Voilà. C'est juste ça mes deux objectifs principaux. Et donc, je commence avec des freelances, mais après, rapidement, la société se développe. Première année, premier bilan, on fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et à 17 ans, j'ai mon premier employé déjà en CDI. À 18 ans, je crois qu'on est à mes 18 ans, donc au bout de deux ans, on est 5, je crois. Au bout de la troisième année, on est une dizaine. Et quatrième année, on est 35 et je vends. Voilà. La version méga accélérée. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, rien qu'une question toute bête, ton premier collaborateur ou collaboratrice, j'en sais rien, Ouais. il ou elle avait quel âge quand tu l'as recruté et que toi t'en avais 17? Bonne question. Il avait, je crois, 22 ans Ok. ou 23. Comme ça, parce que du coup, forcément, t'étais très jeune et du coup, on va dire, tu crées une entreprise et que t'es jeune et que tu recrutes, ça serait pas mal vu, mais ça serait bizarre, on va dire, directement de se dire, je vais prendre un profil quarantenaire, tu vois, alors Ah, que t'es chef ouais, d'entreprise, tu vois. Enfin, comme ça, tu vas plus te sentir compris par des jeunes, tu vois. Et du coup, ouais. par exemple, rien que l'entreprise, tu vois, grosso modo, voilà, vous étiez à 35 collaborateurs quand t'as vendu. Grosso modo, la tranche d'âge, elle se situait où? T'as pris un peu tous les profils, comment t'as vu ça? Ouais. La tranche d'âge. Alors, quand on était 35, la moyenne d'âge, c'était 25-26 ans, je Ok, dirais. ouais, ça va, quoi. Et on avait quelques vingtaines avancées, tu vois. Il y Ouais. avait pas trop de 30 ans et plus. Il y en avait un ou deux, tu vois, sur 35. Mais globalement, c'était du 26 à 29, tu vois, on va Mm. dire. Et après, il y avait du moins de 25 dont je faisais partie, du coup. Mais voilà, la moyenne d'âge, c'était 25, on va dire. Mais au début, c'était surtout des jeunes. Moi, sur le recrutement, j'ai jamais recruté. Déjà, j'ai mis un peu de temps avant de commencer à faire du recrutement. By the book, on va dire, enfin dans les règles de l'art, tu vois, Ouais, c'est-à-dire en faisant des appels d'offres, en faisant des circuits, tu vois, d'entretien dédiés, etc. C'est arrivé justement quand on était 35. Enfin voilà, pour passer de 10 à 35, j'ai dû faire ça de normal. nombreuses fois, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment découvert les challenges du recrutement, tu vois, en tant que discipline. Ouais, Mais au début, en fait, c'était souvent des freelances avec qui je collaborais déjà depuis des années. Mon premier employé, par exemple, quand j'ai 17 ans, donc Rémi Malandin, voilà, c'est que je salue, qui était, enfin, qui était mon meilleur monteur de très loin à l'époque et qui est resté pendant toutes les années au Camédia, qui est ensuite devenu directeur créa d'Ocamédia. Justement, il était en charge de l'objectif justement délivrer de la qualité à nos clients. Euh, Lui, en fait, c'était le tout premier monteur que j'avais recruté de base pour ma propre chaîne sur Best of Sardoche. Ensuite, on s'est rapprochés. On a commencé à travailler ensemble sur d'autres projets pour des clients à moi notamment. Et voilà, en fait, le projet au début, il était assez communautaire. En fait, on est passé d'un modèle communautaire où moi je voulais aider. Donc j'avais des clients, je voulais aider des monteurs. J'ai du coup monté une petite commu de base de monteurs à qui je filais des projets en prenant juste une petite commission pour le service quoi que je leur mm, rendais et le fait que je les payais aussi parce que il y a surtout à cette époque-là maintenant on se rend pas compte, maintenant c'est un milieu qui est assez professionnel. Pardon, je fais une parenthèse sur ça, mais à de- l'époque c'était vraiment le Far West, Twitter, Internet, etc. Et franchement, c'est pas osé de dire qu'il y avait, je sais pas, un youtubeur sur trois qui payait pas ses factures ou qui les payait méga en retard ou qui posait problème, etc. Et en fait, à l'époque, c'était une vraie plus-value que j'apportais de dire, ok, bah, à J plus 30, à partir du moment où je te donne un projet, tu sais que tu es payé, en fait, au centime près le montant de ton projet. Voilà. Alors que moi, des fois, je subissais des impayés sur 6 mois, etc. En fait, je faisais un peu, encore une fois, l'intermédiaire qui portait ce risque-là aussi. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est une communauté, au départ, auprès de laquelle je rendais un service. Ensuite, je commence à structurer, à monter l'entreprise, à avoir des freelances du coup qui commencent à se professionnaliser. Il y en a qui commencent à carrément vivre en fait quasiment à plein mm. temps d'Okamedia et de toutes les activités qui y tournent, tu vois. Et donc, à partir de ce moment-là, c'était le cas pour Rémi Malandan du coup, qui lui était chaud de rejoindre le projet et de le développer, que du coup j'ai pris effectivement en tant que premier employé. Ok, ok. Et avec tout ce que tu as fait, là tu me parles de d'impayés et on sait à quel point des fois ça peut être compliqué si on a pas mal d'impayés, enfin tout ce qui est créance client, dette fournisseur, enfin bref, voilà, tout ça un peu de compta. On n'en a pas trop parlé parce que peut-être du coup il n'y en a pas eu, mais il n'y a pas eu d'études dans le ton chemin, on va dire. Non.
Ouais, en gros, Vas-y, dis-moi. bon, en très gros, donc moi, je lance ma deuxième chaîne, donc ma toute première chaîne, là, je l'ai fait en cinquième, je crois, la cinquième à la Ouais, troisième c'est au ça. collège. Best of Sardoche, je crée ça en troisième. En seconde, je suis autour, c'est la période où je suis à 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires environ, et où je commence à construire un peu cet aspect communautaire avec différents monteurs. Tout début de la première, donc fin d'année 2018, pour moi, c'est le moment où je crée la SASU, enfin la SASU, la SAS, parce qu'au démarrage j'avais Ouais. des associés investisseurs qui auraient dû être investisseurs, bref. Longue histoire, mais en tout cas je crée la société, vraiment la SAS, du coup Ocamedia, je fais la moitié de ma première parce que du coup je sèche la moitié des cours au global, donc les matières dans lesquelles je suis à l'aise. Du coup, ça accélère tout au long de l'année et je me rends compte que une fois arrivé en terminale, en fait, j'ai mon premier employé quand je suis en terminale, donc j'ai 17 ans. J'ai beaucoup de freelance, je sais pas, on doit faire 25 ou 30 000 par mois de chiffre d'affaires, donc enfin, tu vois, c'est pas des millions et des millions, mais en fait, ça, tu vois, il y a un truc, tu vois, je sens qu'il se passe un truc, Ah oui, tous les mois, c'est mieux que le mois d'avant. plus qu'un truc, quoi. Et surtout Ouais, rien que par rapport à ça, les amis, est-ce que tu en parles? Est-ce que du coup, tu te sens pas un peu exclu, on va dire, par rapport à ça? Ta famille, est-ce que genre, du coup, ils te soutiennent à 100? Parce que bon, là, on est quand même sur un truc où il y a des résultats, tu vois? Même si c'est 10K par mois au début et que peut-être tu as eu des problèmes au début, tu pas fait le la enfin, ce qu'il y a de mieux fiscalement. ouais. T'avais des résultats, voire peut-être mieux que tes parents ou j'en sais rien. Comment on va dire ça s'est passé tout ça? Parce que à cet âge-là, clairement, faire cet argent, en général, après, on t'emmerde pas trop avec des études, effectivement. Ouais, bah alors, donc il y a deux choses, effectivement, c'est intéressant la partie amis. En tout cas, pour ce qui est de ma famille, bon, en fait, j'ai toujours été très seul, que ce soit pour les amis ou ma famille. Euh, T'es Ma solitaire, famille quoi. m'a fait confiance parce que enfin, je pense à mes parents surtout, parce qu'ils voyaient qu'il y avait une progression. Comme je t'ai dit, c'était progressif, tu vois. Je veux dire, j'avais lancé ma première chaîne YouTube en cinquième et quelques mois après, je dégageais déjà, donc c'était quelques dizaines d'euros max, tu vois, par mois avec Mmh. les vidéos que je faisais, tu vois. Mais Il ils y avait voyaient quelque déjà chose. qu'il y avait quelque chose. Je leur expliquais un peu, ils comprenaient rien, tu vois. J'en rigole, même Ouais, si voilà, elle ouais. m'a énormément aidé. Je vais t'expliquer, mais ma mère, elle pensait que YouTube, tu vois, c'était un virus. Enfin, tu sais, elle était un peu, elle connaît OK. rien à Internet et on en est là, tu vois. De YouTube, enfin voilà. Ouais. Donc je devais expliquer que YouTube c'était pas un logiciel que je téléchargeais qui donne des virus. Enfin voilà, tu vois. Bon. Donc elle était un peu flippée, mais comme une n'importe quelle mère, j'ai envie de dire, tu vois, pour son enfant. Et du coup, je lui ai expliqué. Et après, bah, c'est une progression lente mais stable, on va dire, de croissance entre cette première chaîne YouTube et le moment où je suis à 10 000 par mois en fait en seconde. Bah voilà, elle voit que ça, il se passe des choses. Du coup, je deviens assez rapidement indépendant parce que bah voilà, quand tu fais ces chiffres-là au lycée et que tu vis chez tes parents, bon bah en plus moi je faisais que bosser. Enfin en gros j'allais en cours quand j'y allais, je rentrais, je bossais, tu vois, soit sur des montages, soit pour développer la boîte. Tu Donc en mets de fait, côté à fond, quoi. ouais c'est ça. En fait je coffrais, je dépensais pas, donc le peu de choses qu'il fallait que je m'achète, enfin qu'il fallait m'acheter, je me les achetais tout seul. Et surtout j'avais un projet. En fait ma vision elle est restée stable pendant 5 ans. Ocamedia c'est quelque chose que j'ai voulu faire pendant très longtemps. Et donc au moment où j'ai voulu me lancer vraiment. Je lui ai expliqué le projet et j'avais besoin qu'elle signe les statuts à ma place parce que j'avais pas 18 ans. Donc pour créer une société, quand t'as pas 18 ans, c'est pas possible. Il faut avoir minimum 16 ans et soit être émancipé Non, c'est fait, ouais, exactement. légalement, soit que l'un de ses parents signe à sa place tout. Enfin, tu vois, ton responsable légal quoi. Donc nous on a fait ça et c'était spécifié dans les statuts que le jour de mes 18 ans, je passais automatiquement président représentant de l'entreprise et que ma mère sautait quoi de l'histoire. Donc du coup pendant 2 ans, c'est ma mère qui devait signer les contrats avec les freelances, avec les clients quand il y en avait, tous les trucs légaux. Enfin bref, c'est ma mère qui signait tout quoi. Donc Bon, tous les 2 jours, j'arrivais elle avec des était contrats ouais, signés sur la table comme ça. elle Elle était était en mode OK, actrice. Elle était ouais. actrice quand même de l'entreprise, un Ouais, minimum, c'est quoi. ça, mais par du Elle coup, t'a elle soutenu, regardait pas, ouais. elle me faisait confiance, enfin, elle Ah flippait bah dès oui, qu'il y avait le clairement. moindre truc avec un zéro écrit dessus, enfin, dès qu'il y avait un peu de chiffres, tu vois, elle était en mode, oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Mais si, mais c'est important de payer des salariés et tout, enfin, bref. Parce que du coup, Excellent. mes parents, ils sont pas du tout entrepreneurs, OK. enfin, bref, personne n'est entrepreneur, en gros, du côté de mes deux parents, OK, dans OK. toutes les générations d'avant. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que voilà, ma mère, je la remercie. Le plus grand cadeau, mon père aussi d'ailleurs, le plus grand cadeau qu'il m'ait fait, c'est de pas m'avoir bloqué. Ma mère, elle m'a même carrément aidé en m'aidant à créer la société, enfin, en m'autorisant à le faire et en signant les trucs pour moi. Mais clairement. Et du coup, à partir de mes 18 ans, c'était lancé. Donc ça, c'est pour ce qui est de ma famille. Et pour mes amis, j'avoue que c'est compliqué. Ça, c'est quelque chose, je saurais jamais si j'aurais pu mieux faire ou autre, mais j'avoue que j'ai un peu pas de regret, tu vois, mais un peu T'as raté quelque parfois chose? de Ouais, en Ouais, fait, j'étais très déjà au collège, je sortais en fait, j'avais pas d'argent. Quand j'étais au collège, j'étais vraiment le mec pauvre, objectivement, tu vois. En plus, j'étais dans un collège privé où vraiment enfin voilà, je vais pas ouais. faire le mec qui se plaint etc. Mais tu vois, comme je te dis voilà,
Mes deux parents faisaient des boulots alimentaires. J'ai deux petits frères, donc on était cinq, on vivait en HLM, etc. Donc j'ai jamais manqué de rien, tu vois. Je remercie encore, enfin, tu vois, mes parents pour ça. Mais voilà, moi, j'étais dans un collège privé où, tu vois, c'était des enfants un peu friqués et tout, tu vois, qui avaient des belles maisons. Je comprends, Donc j'ai voilà, j'ai vécu à toujours peu été près la un même peu chose. Ouais. le, 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 le pauvre de la bande, quoi, tu vois, on va dire. Donc c'était galère, tu vois, je pouvais pas sortir avec mes potes manger avec eux. Je devais rentrer à chaque fois manger chez moi, même quand on avait trois quarts d'heure, parce qu'on n'avait pas les moyens de payer la cantine, tu vois, enfin, des trucs comme ça. Moi, enfin voilà, il y a des choses que j'ai plus ou moins bien vécues, mais en gros tout ça pour dire que j'avais rien d'autre à faire que travailler parce que j'avais rien à perdre, tu vois. J'avais pas de thunes pour aller m'éclater quand je sais pas, les potes étaient pas dispo pour faire du foot ou je sais pas quoi. Donc en gros tout ça pour dire que je suis assez rapidement allé dans ce tunnel-là de juste travailler, faire des vidéos, donc du montage au début, puis du montage et monter la boîte et après juste développer la boîte. Ce qui fait que du coup j'étais plus trop dans le coup, quoi. Rapidement dès le lycée, j'étais pas trop dans les soirées. C'était vraiment si j'en faisais une par trimestre, c'était incroyable. Je pense que ma moyenne de soirées au lycée, c'est, je pense, deux par an, vraiment, sans rigoler, tu vois. Ouais, non, Genre le nouvel an et peut-être une autre, tu vois. Voilà, que je faisais chaque année. Et en fait, au début, je faisais pas mal de sport aussi. Et petit à petit, en fait, j'ai sacrifié des choses dans ma vie pour pouvoir travailler plus. Donc, au début, j'ai sacrifié justement les sorties. C'est le premier truc, les amis, c'est le premier truc que j'ai sacrifié entre guillemets. C'est pour ça que je te dis ça, c'est que je me dis peut-être que j'aurais pu faire autrement. ouais. Mais j'ai perdu de vue mes amis assez rapidement parce que ils m'invitent une fois, deux fois, trois fois. Quand je dis ah non, je peux pas, je bosse. Bon bah, au bout d'un moment, tu vois, ils arrêtent de t'inviter, c'est complètement Hmm. normal. Après avoir sacrifié un peu les sorties et les amis, on va dire, j'ai sacrifié le sport. J'ai arrêté l'athlé puis le rugby. Ensuite, j'ai commencé à arrêter d'aller en cours. J'ai fait la moitié de ma première, comme je te l'ai dit, mais j'avais déjà sacrifié le reste avant, tu vois, depuis la seconde. Et après, en terminale, j'arrête complètement les cours. Je fais deux, trois semaines de terminale. Je me rends compte que ça va pas. Enfin, que juste j'ai besoin d'être full time sur ma boîte, quoi, avec un salarié, etc., pour développer le projet. Donc, j'arrête complètement la terminale et juste je monte la boîte, quoi. Voilà. Et c'est parti à partir de ce moment-là. Donc, on peut dire que t'as monté un business avec succès, mais sans le bac. Ouais, bah C'est j'ai ça, quand même ouais. passé le bac. J'ai Ah, passé le bac pour. Ouais, ouais. t'as Alors passé en histoire. candidat libre, du coup. Même pas. Je Même sais pas. pas comment j'ai fait. Je m'en suis rendu compte après coup que c'était un miracle, mais je Ouais, sais pas j'avoue. pourquoi. Rien que pour On avait une l'exercice. directrice. La directrice de mon lycée était détestée de tous les élèves parce qu'elle était dure, tu vois. Ok. Mais moi, je sais pas comment j'avais fait, mais j'avais réussi sans faire exprès, tu vois. Sans faire exprès à me la mettre dans la poche, entre guillemets, ou en tout cas à faire en sorte qu'elle m'aime bien. Parce que je la tenais un peu au courant, en fait, vu que j'étais absent tout le temps, mon carnet, il y avait plus de place dedans, tu sais, il y avait des mots d'absence, de retard, tout ce que tu veux. J'avoue. Bon, ça, c'est une constante, hein, sur toute ma scolarité, même quand j'avais pas de projet, juste, voilà, j'avais des mots globalement tout le temps. Euh, mais donc, bref, au début, vu que j'étais souvent convoqué, bah, je lui expliquais, en fait, pareil, comme à mes parents, si tu veux, je lui expliquais un peu ce que je faisais et tout. Même si c'était un peu lunaire pour elle. Mais je pense que d'une certaine manière, elle a validé un peu la démarche parce que elle Je pense aussi, comprenait ouais. et elle me défonçait pas trop, tu vois, à l'époque. Et surtout, elle m'a autorisé à rester inscrit, en fait, je sais pas comment ça marche exactement, tu vois, au bac, on va dire via mon lycée. Ce qui fait que je suis venu une fois, je me rappelle, dans mon lycée en février, donc sur l'année scolaire, tu vois, moi j'arrête à partir de fin septembre. Je reviens plus jusqu'à genre mi-février où on me dit qu'il y a une journée où il faut s'inscrire justement au bac ou je sais pas quoi. Il y a Parcoursup. Ouais, ouais, tout ça, ouais. Enfin bref, je me rappelle, c'était un truc. Bref, où on devait passer la journée dans une salle d'informatique et faire des inscriptions sur des trucs chiants comme ça. Et du coup, c'était lunaire parce que les profs, ils savaient pas qui j'étais, tu vois, de ma classe. Genre tous les gens de ma classe, c'était en mode, mais qui est ce mec et tout. Et donc, bref, grâce à la directrice qui m'a laissé m'inscrire ce jour-là, j'ai pu passer mon bac. Mais en fait, j'ai tout appris. J'ai appris tout le programme du coup de terminale que je n'ai pas fait du coup sur un site qui s'appelle School Move. Voilà, c'est une startup française que je kiffe bien, qui est passée chez The Family aussi d'ailleurs, je crois. Bref, on Ok. s'en fout, mais c'est un peu un genre de les bons profs. Voilà, je pense que les gens auront la ref sur YouTube, les bons profs, mais version pro où en fait tu payes et t'as tout le programme en fait de terminale S, ES, etc. Moi j'étais en ES. Qui est accessible et donc en fait j'ai speedrun le programme de terminale en 4 jours et du coup j'ai vu que j'avais voilà vu que j'avais des facilités dans les matières agro-coef en ES c'est passé tranquille quoi. Ouais, J'ai failli avoir la mention bien. On s'en fout mais voilà bref tout ça pour dire que ouais, j'ai passé voilà, le bac à la fin au talent et c'est passé crème ouais, quoi. ouais, ouais. Ouais, il y a un peu de travail, mais après, oui, peut-être que tu avais des Mm. facilités en cours et bon, du coup, tu t'es dit: «Oh, imaginons, je dois passer le bac, priorisation sur le business et au pire, le Ouais, bac, bah en fait au ça sera début je voulais pas bonus». le passer. En fait j'étais vraiment en mode je ne le passerai jamais, j'en ai rien Ouais, à faire, normal. mais je sentais que ça brisait le cœur à mes parents pour le coup, enfin surtout ma mère, tu vois. Ouais, c'est toujours un petit truc, Et en ouais, je fait je me comprends. disais bon vas-y et puis même moi je me disais vas-y je suis pas allé enfin j'ai pas fait tout ça pour rien, tu vois, pour pas avoir le bac à la fin. Sinon, en fait, si j'avais arrêté dès la fin de la troisième, mais je pense que ça serait peut-être pas très bien passé, tu vois. J'en sais rien. Mais tu vois, je me suis pas dit, ok, j'ai fait toute ma seconde et la moitié de ma première pour même pas avoir le bac à la fin. Donc, du coup, je l'ai passé et voilà, c'était histoire de l'avoir, mais effectivement, je te confirme qu'il me sert absolument à rien.
du tout. Je veux bien te croire. En vrai, maintenant, on va revenir un peu aussi, au niveau de Oka Media. Avant de partir, quoi qu'en vrai, peut-être on pourrait partir directement, ouais, je non, d'abord, ma petite question, c'était, forcément, on va dire, peut-être que tu as répondu, mais si on peut rentrer un peu plus dans le détail, c'est au niveau de Oka Media, quels ont été, on va dire, les plus grands défis du développement de Oka Media? Notamment peut-être, une fois que le stade avancé entre 10 et 35 collaborateurs? Ouais. Quels ont vraiment été les grands défis pour vraiment, s que ça soit step up le chiffre d'affaires, augmenter la qualité des productions du coup des gros, créateurs de contenu? Si tu peux également donner, peut-être quelques blazes de créateurs de contenu que tu as accompagnés pendant cette période-là. Après on en Ouais. reviendra sur d'autres personnes, mais voilà, en tout cas j'ai check, forcément le truc de rien que Creative Group et tout et j'ai vu que voilà, il y a eu des vidéos pour Squeezie et cetera donc Ouais. il y a eu un Donc peu tout le monde quand même, hein? ça pour le cas, ouais, c'était bah, en fait sur Ocamedia, donc pour commencer par ça, au total, on a travaillé avec un peu plus de 700 chaînes, YouTube françaises, Excellent. francophones. Parce qu'il y avait un peu, enfin, il y a même eu des Madiba et cetera, ou même des Suisses, voilà, enfin des gens qui étaient pas forcément en France, mais voilà, des chaînes Oui, canadiens et francophones. cetera, ouais. Ouais. Et donc, bah, effectivement, on a travaillé avec, certains des plus grands noms de YouTube, genre, Squeezie, pendant 2 ans, en fait, on l'a accompagné sur sa chaîne Squeezie Gaming. Cyprien un petit peu aussi, sur son émission à l'époque 301 vues, où il avait sa chaîne justement dédiée, on bossait avec lui. Hem, Beaucoup de chaînes, en fait, la moitié de notre clientèle, c'était quand même des streamers, sur Twitch. OK. Donc, on a fait un peu tout le stream game, on a bossé un peu avec Solary, on a bossé des années avec, Alderiat, donc il y avait Sardoche évidemment qui était un client, enfin qui, depuis Best of Sardoche était devenu un client du coup d'Okamedia, qui a ensuite même investi dedans. Qui est-ce qu'il y avait, je sais pas, tous les gens de League of Legends à l'époque, Melon, bref, on a bossé avec, Zerator un peu, on a fait les events. Enfin bref, on a fait voilà, autant, les gros un peu de Twitch et de YouTube que, plein de petits, ou moyens, enfin tu vois, voilà, il y avait tout le scope quoi de YouTube. Quand même, Hem effectivement. Et au niveau des défis, du coup, pour répondre à ta première question, je dirais que le défi, ça a pas tant été de grossir le chiffre d'affaires. Ça se faisait, en fait, on n'a jamais réussi à faire, enfin jamais réussi, en fait, on n'en avait pas vraiment besoin, mais le bouche à oreille faisait que on avait de nouveaux clients tout le temps. Ouais, de la demande, Et ça, ça, il y avait c'était pas de dû souci. à la qualité du service qu'on fournissait, Mmh, le rapport qualité-prix aussi. Enfin voilà, juste les clients étaient contents. Je pense que ça, je le dirai jamais assez, mais enfin, l'inquiétude principale qu'on doit avoir, selon moi, quand on a une entreprise et des clients, c'est juste est-ce que le client passe un bon moment, a une bonne expérience, si on fait du service, et est-ce que le résultat, est à la hauteur de ce qu'il attend si on fait du produit, quoi. clairement. Et donc, c'était le cas pour nous, et donc en fait, il fallait courir après la croissance entre guillemets, c'est-à-dire qu'il fallait constamment avoir plus de monde dans l'équipe pour, bah, pour tenir, on va dire, la charge de travail parce qu'il y avait toujours de plus en plus de clients, de plus en plus de vidéos et ainsi de suite. Donc le premier grand défi, dont je me rappelle, parce que je dis ça, mais maintenant ça remonte quand même un peu au Camédia, donc c'était 2018, c'est à 7 ans au moment où on enregistre. Ouais, Je vends l'entreprise 4 ans après, donc en gros, depuis il y a 3 ans qui sont écoulés, voilà, on va mmh, sûrement en parler, mais en gros, moi, les gros défis dont je me souviens, c'était ça. C'était courir après la croissance, c'était OK, comment est-ce qu'on va maintenir un niveau de qualité de service stable, voire continuer à de l'améliorer, tu vois, parce que c'était ouais, quand même l'objectif, de faire de mieux en mieux, tout en grossissant. Et c'est le défi que toute entreprise, rencontre, c'est le problème du scale, voire parfois de l'hyperscale, que j'ai vécu après du coup chez Jelly Smack, on en parlera, mais en fait scaler une entreprise, on a l'impression que c'est le rêve et le début du succès, et cetera, alors qu'en fait c'est vraiment le début des emmerdes. Et encore je dis ça, moi c'était à mon humble échelle, hein, on parle de passer de 25 000 par mois à 100 000, tu vois, de chiffre d'affaires. Donc sur un modèle d'agence, ça représente beaucoup de projets, beaucoup de volume, il faut commencer à processiser, il faut commencer enfin voilà, à mieux gérer le recrutement, comme je te disais au début, quand ça marche, avec un aspect communautaire, tu peux plus faire ça ensuite quand tu grossis. Donc ça pose beaucoup de problématiques et mon principal souci à cette époque-là, c'était ça, c'est ouais, merde, comment est-ce que je m'assure que demain, les projets qu'on livre, ils sont aussi quali que ceux de la veille, alors qu'en fait on en a 2 fois plus. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'était le premier gros défi. Et après, en fait, j'ai l'impression que tout le reste, tous les autres défis, c'est des défis liés à ça, que j'ai un peu cité. Donc je sais que le recrutement, j'ai beaucoup galéré mmh, à cause de ça. Je me suis planté dans mes recrutements. Franchement, le recrutement, c'est l'un des trucs où encore aujourd'hui, enfin voilà, je pense qu'on s'améliore à vie sur ce type de sujet-là parce que c'est lié à l'humain aussi, etc. Mais moi, je suis arrivé la fleur au fusil. Et autant il y avait certaines choses qui étaient intuitives pour moi à l'époque sans faire d'études. Enfin voilà, tu vois, j'ai jamais fait d'école de commerce, mais ce que je te dis là, c'est bien servir son client. Je pense que c'est juste le fait que j'ai été passionné et que je le suis toujours et j'ai envie qu'en fait les créateurs ils soient refaits, que les gens qui regardent les vidéos ils soient refaits et qu'ils acclament le montage, tu vois, dans les commentaires, il y a rien qui me rend plus heureux et j'ai envie que mes freelances ou salariés ils soient heureux de bosser avec moi, qu'ils vivent bien, qu'ils taffent sur des projets cool. Enfin voilà, fin de l'histoire, tu vois, il y a pas besoin je pense de faire de grandes études pour ça. Donc après si tu te donnes les moyens de le faire,
bah ça fonctionne. La problématique, c'est comment est-ce que tu scales, comment est-ce que tu processises. Là, il faut de l'expérience, il faut recruter, etc. Et bah typiquement, peut-être que des études m'auraient servi ou pas quand je vois certaines études que font certaines personnes de mon âge, mais en tout cas, il faut de l'expérience, tu vois. Donc je l'ai Le- appris sur le- le tas et ça a posé problème parfois. Ouais. je pense que c'est l'expérience qui aurait fait le truc et les erreurs, les échecs et après t'apprennes, on va dire, sur tes leçons. Aucune école ne t'apprend à scale. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai un peu parce que moi, du coup, je suis dans l'immobilier en alternance, tu vois, avec mon patron. Et il Ouais, dit souvent que l'immobilier, de par peut-être l'entreprise qui a fait faillite, Mastéos, là, au niveau de l'investissement ouais, locatif, je connais très bien. il parle souvent que l'immobilier n'est pas scalable, mais duplicable. Surtout quand voilà, tu as une crise Ouais, financière. Toi, on est quand même sur un modèle où il y a le mot Internet, il y a le mot IA, il y a le mot technologie. Donc, on peut aller chercher quelque chose quand même qui scale. Mais ouais, mais est-ce ça que reste une agence. voilà, Et à ça, l'époque, il y avait pas le mot IA. exactement, C'est pareil. aussi ça. Et Oui. Célina aussi, elle en a parlé, tu vois, dans le podcast quand je l'ai reçue. Elle a commencé à faire un burn-out. T'as beau avoir une agence, Ouais. à un moment donné, t'as un plafond vert entre la qualité, la quantité. T'es obligé de faire la quantité quand tu crées une agence. Genre, si vous êtes 3-4, tu gères ton volume et tu augmentes la qualité. Et puis voilà, si t'es content. Mais quand tu veux développer, gagner peut-être un peu plus de thunes, développer un groupe et tout, bah, à un moment donné, il y a, comme tu l'as dit, l'aspect humain. Et en général, d'après énormément d'entrepreneurs sur la sphère YouTube ou quoi que ce soit, le plus compliqué, ça reste l'humain parce que ben, il est imprévisible, tu ne peux pas le contrôler alors qu'une machine, tu peux plus ou moins la contrôler sur ce que tu vas faire. Et je comprends, on va dire que c'était un peu, on va dire ton point bloquant, ça a été un peu le recrutement. Et du coup, j'imagine que t'as dû, ça t'a fait quoi de devoir peut-être potentiellement licencier des gens ou de leur dire qu'on t'arrête de travailler avec eux alors que tu pensais avoir fait un bon recrutement au début et comment t'as amené la chose? Parce que des fois, tu Ouais. sais, il y en a, ils appellent la personne dans le bureau et en fait, ils lui disent pas tout de suite, ils attendent une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Genre, c'est compliqué un peu, tu vois, Ouais, non, d'aller franchement, dans ça ça. c'est l'un des points sur lesquels j'ai été le plus mauvais, je pense. Dans tout ce que j'ai fait, c'est l'un des points où je me Ah, rends comme compte tout le aujourd'hui monde, de c'est, de à quel point j'ai été mauvais, c'est qu'en fait je laissais traîner les choses. En fait, j'ai, enfin, j'avais une tendance à croire que les gens allaient s'améliorer ou fallait changer. ouais, allaient changer autant que, enfin, soit à la même vitesse que moi je progressais, tu vois, aller avoir la même courbe d'apprentissage, on va dire que moi, ou la même motivation que moi, la même passion que moi, tu vois, pour les mêmes sujets. Alors qu'en fait non, tu vois. Et en fait, ça m'a posé problème dans le sens où bon, déjà quand tu vois des effectifs que ce soit employés freelance ou autres qui font du mauvais travail, tu te sabotes en fait tout seul ton entreprise, tu te crées une dette même Mmh. technique parfois ou autre dans ton entreprise. Mais même parfois c'est en fait j'attendais que ça pète tout seul entre guillemets, je m'accrochais jusqu'au bout et quand je dis jusqu'au bout c'est jusqu'au moment où en fait il y a un problème, un litige, etc. Et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont détesté pendant longtemps après parce qu'en fait ils étaient pas bien dans l'entreprise. Moi j'essayais de m'accrocher à eux en mode mais si on va y arriver, on va progresser, etc. Peut-être qu'ils avaient, enfin tu vois, j'ai mal géré le truc quoi. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, des freelances qui se sont pas plu chez nous, tu vois. Et je pense qu'avec le recul je prenais ça aussi comme un aveu d'échec de me dire non bah on coupe. Je voulais vraiment tu vois que les gens soient heureux et restent, Ouais, je etc. Sinon comprends. je prenais ça comme un échec alors qu'en fait juste non. Enfin tu vois, Il y en a, tout ça colle pas, projet ça n'est colle pas pas, fait hein. pour C'est comme n'importe ça. qui. Enfin voilà, il y a un sujet de fit quoi. Et moi j'accueillais à bras ouverts un peu tout le monde, tu vois, n'importe qui, mais je faisais sortir personne. Et donc forcément, ça a créé des décalages à des moments. Et donc il y a des gens avec qui ça s'est mal passé et qui m'ont détesté ensuite et qui, enfin même tu vois, qui me tapaient dessus après sur les réseaux, etc. Et probablement que ça aurait été évitable si j'avais détecté que c'était pas des bons collaborateurs dès le début. Donc si je m'étais pas planté au recrutement, on va dire. Et même si je les avais laissés rentrer comme ça a été le cas, bah, si je les avais sortis rapidement en bon terme, tu vois. Ouais. Voilà. Donc ça c'était c'était un gros défi. Il y en a un autre aussi qui était la création de ma plateforme et c'est très intéressant ce que tu as dit. C'est qu'en fait effectivement bon c'est très vrai dans l'immobilier, c'est difficile à scaler, enfin c'est plus réplicable effectivement que scalable. C'est le cas aussi pour un modèle d'agence classique, tu vois. Moi je compare souvent ça à un cabinet d'avocats ou de comptable, tu vois. Bon même si là en ce moment c'est en train de changer, mais tu vois de base un cabinet d'avocats, si tu veux plus de clients, tu as besoin de plus d'avocats. En gros, c'est ça la Oui, fin de c'est ça. l'histoire, enfin, tu vois. Ça se réplique mais ça ne scale pas. Et donc moi j'ai longtemps, et c'était la vision de base du projet d'Okamedia, c'était de répondre aux deux objectifs que je t'ai cités, c'est-à-dire permettre aux créateurs d'avoir de belles vidéos mieux que la moyenne, tu vois, et d'avoir une expérience, un parcours client, tu vois, qui est agréable, et de permettre à des freelances, donc monteurs vidéo, graphistes et autres, de vivre mieux de leur activité en ayant plus de projets et bien rémunérés, tu vois, sur des projets qui leur plaisent, qui fit à leur spécialité, euh, mais de le faire at scale. Donc comment est-ce que je pouvais faire ça tout en esquivant le problème d'agence qui fait que c'est réplicable et non scalable? C'était en créant une plateforme pour faire une marketplace, si tu veux, vraiment scaler un Mmh. modèle scalable en fait de cette activité-là, avec du coup toutes les problématiques que ça engendre.
Donc déjà financière, parce qu'il y a de la tech et du produit, et ça pour le coup j'avais aucune expérience en tech et produit. Donc j'ai appris sur le tas. Je me suis fait arnaquer par des développeurs qui m'ont pondu une bouse pour 30 000 euros, tu vois. Ouais, Je me suis ça endetté pour faire le ça. sujet des sites internet, Ouais, c'est quelque chose à Skip, hein. Que ça ouais, soit des ouais. développeurs ou pas, Ah ouais, ouais, mais là on parle pas d'un site internet, on parle vraiment d'une tech, d'un produit complexe quand même, où tu vois il y a une interface client, parce que du coup une marketplace, ouais, c'est vrai, il y si on a prend, tu vois, le enfin tu vois, back-end et cetera, voilà, mais tu vois quand tu prends Airbnb, Airbnb, je pense que c'est un bon exemple parce que oui. on a l'impression que c'est simple côté front, enfin quand t'es côté utilisateur, tu vois, c'est des listings, tu vois, d'annonces de Mmh biens mh. immobiliers que tu peux louer. Mais en fait, côté hôte, l'interface elle est déjà beaucoup plus complexe. Il y a plein de choses à mettre en place, mais surtout ce qu'il y a au milieu. En fait, ce qui fait qu'à la fin, c'est simple pour les deux utilisateurs des deux côtés que ta marketplace, c'est qu'en fait, ce qui est au milieu est extrêmement complexe. Et on a rencontré ça du coup chez Okamedia. Moi, je voulais un parcours extrêmement simple pour les clients, que toi, Tony, créateur, encore une fois, tu puisses arriver, commander ta vidéo, uploader tes rushs, mettre ton brief, faire un vocal si besoin. Enfin, tu Ouais. vois, que tu sois tranquille comme à la maison, t'upload, et après que tu aies un suivi de la progression de ta vidéo, des notifs régulièrement, que tu puisses suivre voilà, sur ton compte client, quoi, l'avancée de ta vidéo, tout simplement. Faire les reviews, etc. On avait un peu inventé Frame.io, pardon, avant l'heure, tu vois. Ouais. Peut-être que ça existait ou alors il venait de se lancer, mais nous on connaissait pas. C'était nouveau à cette époque-là, tu vois. On avait un système de review des vidéos comme ça où tu pouvais dessiner, mettre des commentaires sur les timecodes et tout. J'aurais dû faire Frame.io. J'aurais été beaucoup plus successful. Bah, Euh, écoute, Quoique, ils ont dû avoir un certain lot d'emmerdes aussi, non merde, je parce pense que du oui, coup, effectivement. pareil, quand tu traites de la vidéo comme ça, sur nous, c'était bon, bah, c'était seulement entre guillemets des centaines de vidéos par mois, parce que au pic, on faisait 400 vidéos par mois, tu vois, YouTube. Mais en fait, ça, avec plusieurs versions, des V2, des V3, des V4, en fait, ça demande énormément de stockage. Donc, tu commences à te heurter à des problèmes d'infrastructure cloud aussi, et de coûts monumentaux. Et surtout, bah, l'interface du milieu, donc pour la partie gestion de projet, staffing, donc allocation des projets aux bonnes personnes, etc. En fait, elle était extrêmement complexe, et donc ça, moi, je voulais développer la plateforme en 6 mois pour 30 000 balles. Ça m'a pris 3 ans et coûté 300 000. Voilà. Ça m'a coûté 10 fois plus qu'estimé. Euh, et, euh, et, et ouais, 6 fois le temps que j'estimais. Donc ça, C'est j'ai appris à la dure sur le tas. Et donc, en fait, c'était finalement Okamedia, la majeure partie de l'existence d'Okamedia. C'est moi qui veux faire une plateforme parce que je voulais faire Day One. Au moment où je constitue la société, le ouais. jour de la constitution, j'avais deux investisseurs qui étaient censés mettre 60 000 euros pour financer bah, justement la plateforme et le démarrage en fait de tout ça, le go-to-market comme on dit. Et en fait déjà, bon, je me prends un litige avec eux. Au final, j'arrive à les sortir, mais je m'endette parce que justement, je dois racheter leur part, 30 000 euros justement pour sortir ces fameux associés là qui finalement ne mettent pas d'argent. Ensuite, du coup, je dois financer le reste, etc. Et l'histoire d'Okamedia, c'est que pendant les 3 premières années, je développe une plateforme sans y arriver et c'est un trou financier. Enfin, je dépense 300 000 euros en 3 ans, quoi. Ouais. En faisant des emprunts, etc. Parce que le jour de mes 18 ans, le lendemain, je suis allé à la banque. Genre vraiment, la semaine qui a suivi, j'étais à la banque et je signais un prêt de 200 000 pour justement financer la plateforme. Tu vois, vraiment, avec le recul, c'était méga risqué. En vrai, je sais pas si j'aurais dû faire ça. Ça s'est bien fini pour moi, heureusement, mais Ouais, ouais. c'était quand même risqué. Et en fait, c'était moi qui subissais les problèmes de scale, comme je te disais, parce que bon, c'est pas parce que j'avais pas la plateforme qu'il fallait pas travailler. Tu vois, on continuait d'avoir de la demande, donc en Ouais, en attendant, plus faut à traiter côté tu faisais toutes ça ces quoi, demandes. donc ouais, C'est ça. voilà, En fait, j'ai eu une agence malgré moi parce que j'ai mis 3 ans à sortir ma marketplace. Mais de base, le projet c'était de faire une marketplace. Et donc en fait, je prenais les demandes entrantes, ça se développait, il fallait recruter pour répondre à la demande, etc. Et en même temps, développer la marketplace. Et donc j'avais cette casquette de produit ou de CPO, comme tu veux, donc de mec qui gérait les devs pour faire ce produit-là en parallèle de faire tourner l'agence, quoi. Donc c'était très compliqué. Franchement, j'ai perdu des points de vie sur cette période-là. ouais, ouais, je je veux bien te croire effectivement, donc bon, j'imagine que voilà, quand tu travaillais, plus de 10 heures par jour, voilà quoi, tu encore une fois, ça s'est jamais vraiment arrêté. Peut-être que là, je pense, tu dois peut-être un peu plus, être à la cool, mais on va dire que ce train de vie a jamais été, ça s'est jamais vraiment arrêté et encore plus, quand, ton idée de départ, elle a mis énormément de temps. Donc ouais, Ouais, j'imagine et bah, du coup, après, on est venu la levée de fonds et du coup, à quel moment par rapport à Okamedia, la levée de fonds est arrivée? Est-ce que c'est une fois que la marketplace, elle était good ou, bien avant ou pendant pour justement financer cette marketplace, la finir? Comment ça s'est ouais. passé? Donc pour te faire un petit point chiffre, effectivement, donc première année avec Okamedia, on fait 200 000 euros, donc ça Oui, c'est fin 2019. Deuxième année, fin 2020, on fait 500 000 euros parce que le Covid a été extrêmement bénéfique d'un point de vue business pour l'activité. Il y avait 3 fois plus de vidéos normal. que d'habitude, voilà. Mais effectivement, enfin même je travaillais plus que 10 heures par jour sur cette période-là. Pour revenir sur ce que tu disais, franchement, c'était
Franchement, je pense que j'en serais plus jamais capable de ma vie entière. Là, j'ai l'impression d'avoir 52 ans quand je me compare au moi d'il y a 17 ans, pas d'il y a 17 ans, mais de 17 ans. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que j'aurais plus jamais la même énergie que j'avais à cette époque-là et j'ai l'impression que je l'ai fumé, en fait, sur cette année Covid. Ok. Bref. Mais donc 2020, même si je me bute, effectivement, on fait 500 000 de chiffre d'affaires. Et 2021, on fait 880 000, je crois, enfin 900 000, quelque chose comme ça. Et donc pendant ce temps-là, moi, je dépense mes 300 000 euros, je les investis pour développer la marketplace. Au milieu, du coup, de tout ça, il fallait quand même financer les salariés, le développement de la plateforme, etc. Parce que les 300 000, je les ai pas sortis, Hmm. c'était pas de la marge que je sortais de ma poche comme ça. Donc j'ai dû faire un prêt de 200 000 euros et faire une mini levée de 50 000 euros. Donc c'était Sardoche justement qui avait mis 50 000 euros au départ pour Ok. lancer un peu tout ça. Une fois que je les avais fumés, il fallait quand même encore chercher de l'argent. Donc j'étais allé voir la banque. Et c'était juste avant le crack Covid. Donc c'est pour ça que j'ai pu signer l'argent et après tout était gelé, etc. Enfin j'ai eu de la chance aussi sur ce coup-là, sur le timing. Mais donc en gros en 2019 je lève 50 000 auprès de Sardoche. En 2020 je lève 200 000 euros sous la forme de prêt du coup à la banque. Ça me permet de passer 2020-2021, de finir le développement de la marketplace. Et du coup une fois que j'ai ça, je me dis enfin le Saint Graal, ça fait 4 ans que je bosse pour ça, je l'ai. Donc, je peux enfin attaquer. Sauf qu'entre-temps, en fait, on avait pris tout le marché français. C'est-à-dire que je mets 3 ans et demi à avoir la plateforme. Entre-temps, on a bossé avec 700 chaînes francophones, donc on a un peu tout le monde. Enfin, tu vois, tout le monde nous connaît un peu dans le game sur YouTube. Donc, soit les gens veulent bosser avec nous, auquel cas c'est déjà le cas. Soit ils veulent pas bosser avec nous parce qu'ils préfèrent avoir des gens en interne. Soit ils ont déjà leurs équipes, etc. Ouais. Donc, on n'a pas une marge de croissance énorme encore devant nous. Donc, il faut aller aux États-Unis parce que comme d'hab, c'est là que l'argent est, etc. Et donc, j'ai ma marketplace. On est leader en fait sur le marché français sur YouTube. Et je me dis, ok, il faut lever des fonds, plus importants cette fois, pour faire le go-to-market justement aux États-Unis, recruter une équipe là-bas, etc. Donc, je lève à ce moment-là 1,5 million. Donc là, on est en 2021, au moment où je te parle. Et dans le processus de levée de fonds, donc j'arrive à sécuriser 500-600 000 euros sur la levée. Et pour compléter le reste, je continue de parler justement à des gens du milieu qui idéalement connaissent, enfin peuvent avoir un intérêt stratégique, tu vois, pour l'entreprise. Et donc c'est à ce moment-là que je parle au CEO du coup de Jelly Smack, avec qui je fais un seul entretien de 45 minutes, où je lui pitch le projet et tout. Le but étant qu'à la fin il propose d'investir, tu vois, quelques centaines de milliers d'euros dans le projet contre des parts du coup du capital. Et en fait, 2 semaines après, je reçois une term sheet, donc une lettre d'intention, une offre de rachat, quoi, tu vois. Après un seul entretien. Et moi, je voulais absolument pas vendre parce que j'étais en mode, je sors de 4 ans de galère pour construire ma Ouais, tu veux marketplace. voir ton No bébé way que je vends. évoluer, quoi. Ouais, voilà. Exactement. J'étais en mode, no way. Genre là, c'est seulement le début des hostilités, tu vois. J'ai mis 4 ans au lieu de 6 mois à faire ma plateforme. Maintenant, il faut que je déroule et que je fasse, tu vois. Donc, sans son suivi, du coup, de longues négociations. Mais au final, voilà, on a trouvé un accord et donc j'ai vendu effectivement au Camédia Jelly Smack fin 2021. Ok. Enfin, ça s'est Pour, fait officiellement en courant 2022 en pour fait. combien de millions? Si tu peux dire le chiffre ou pas J'ai beaucoup. vendu ça au total pour un mix d'actions Ok. Jelly Smack et de cash qui s'élevait à quasiment 3 millions. Voilà. Ok. Je peux pas donner le ratio exact, mais Ouais, ouais, mais du coup, Jelly Smack, c'est quoi du coup en termes d'acteurs? Ils sont américains. ouais, en fait, c'est des fondateurs français, Ok. mais dont le gros du business, enfin 99% du business se fait aux États-Unis en fait. Ok, bon, ils ont bien développé leur mentalité américaine parce que, pour te dire, finalement, qu'on te rachète alors que de base c'était juste pour investir, c'est qu'ils ont vu le Ouais. potentiel. Et du coup, s'en est suivi du coup de cet achat, mais que tu as continué, comme certains fondateurs le font, à être salarié de ta propre boîte pour continuer à avoir croître, on va dire, ton bébé, même s'il t'appartient plus directement. Ouais, exactement. Le deal, en fait, c'était que je rejoigne du coup Jelly Smack avec Ocamedia qui deviendrait une Ouais. filiale de Jelly Smack et que je continue de diriger Ocamedia comme une business unit, tu vois, indépendante parce que le business de Jelly Smack était très différent et en fait, ils voulaient me racheter ainsi que mon équipe, ainsi que le produit, etc. Pas tant pour le business qu'on avait et le portefeuille client, mais plutôt pour l'expertise qu'on avait sur YouTube. Parce que du coup, c'est ce que je te disais avant. J'avais passé les 4 années précédentes à Mmh. processiser le Ouais, fait c'est de les recevoir un process, ouais. projet dans une niche en particulier, d'automatiser le fait qu'on allait découper les tâches entre plusieurs intervenants ou pas en fonction de la niche, en fonction du créateur, en fonction du budget, en fonction de plein de critères et faire en sorte que ce soit les meilleurs salariés ou freelance parmi les 200 monteurs qu'on avait qui se retrouvaient à faire les vidéos. Parce que tu vois, tu vas pas faire monter une vidéo Fortnite à quelqu'un, à un monteur qui est spécialisé dans la beauté ou l'automobile, tu vois. Ouais, Chaque clairement. niche a ses codes. Bref. On avait passé 4 ans à développer et à automatiser un peu ce savoir-faire-là, tu vois, sur YouTube. Et eux, ils étaient pas très bons sur YouTube. Et donc, ils nous ont racheté pour ça, pour qu'on soit un peu l'équipe YouTube qui les aide à apporter plus de valeur à leurs clients sur YouTube aussi, quoi. Ouais,
en vrai, j'ai l'impression, quand tu as dit un peu tout ce qui est process, j'ai l'impression d'avoir, enfin, de penser au document qui a fuité de MrBeast. De MrBeast, à quel point, genre, Ouais, tu vois, il process, enfin, il met des process dans toutes ses vidéos et que chaque ouais, personne est limite présente pour 1 minute de la vidéo. Et j'ai ouais. l'impression que tu as un peu fait le même délire, mais version pour. Version post-prod. C'est Ouais, voilà, version version. post-prod uniquement, donc que sur la partie montage où en gros, voilà, on a retourné le truc dans tous les sens. Franchement, on avait de l'avance sur tout le marché, Ouais. je le pense encore aujourd'hui, et mon but c'est avec Creative Group aujourd'hui, donc la nouvelle entreprise que je lance, de repartir là-dessus, fort bah, de mon expérience de Camédia, mais aussi de Jelly Smack. Ok. Bah, tu sais quoi, en vrai, on va en venir directement à Creative Group. Du coup, bah, si tu peux vite fait présenter ça, l'objectif, qu'est-ce que tu apportes Ouais, enfin, comme carrément. Donc solution au marché. Creative Group, il y a 3 filiales, si tu veux, 3 départements, dont le premier qui est assez similaire à Okamedia dans l'offre, c'est-à-dire que ça répond aux mêmes objectifs, c'est-à-dire permettre à des créateurs, que ce soit des streamers ou des youtubeurs, mais en tout cas des créateurs qui veulent publier sur YouTube, de pouvoir déléguer très simplement le montage de leurs vidéos, tout en ayant une expérience exceptionnelle, tu vois, en termes de relations avec l'équipe. Donc l'idée c'est de les soulager du micromanagement si tu veux qui vient souvent quand tu veux embaucher des monteurs. Donc Hmm. là de la partie recrutement qui est compliquée comme on l'a dit précédemment, il y a toute la partie après formation à son contenu pour que justement la personne comprenne tes codes. Souvent il faut faire beaucoup d'allers-retours parce que le freelance moyen on va dire il est pas très bon, il fait des fautes d'orthographe, il y a des erreurs de tour de rythme, de la fin. Voilà bref ça prend du temps. Hmm. Toi qui as un podcast, je sais pas si tu montes toi-même tes contenus ou si tu as des monteurs, mais Je fais tout de A à Z. tu fais tout pour bah, voilà, ça permet d'éviter ces problèmes-là. Ouais. Mais en tout cas, voilà, tu te heurteras sûrement au problème le jour où tu voudras embaucher un monteur, c'est qu'en fait, le monteur moyen est pas mauvais, mais il est pas très bon. Enfin, en tout cas, pas aussi bon que toi, tu vois. Et donc, pour embaucher quelqu'un qui est meilleur que toi, parce que c'est quand même l'objectif quand t'embauches, bah, c'est très difficile, en fait, quand tu cherches du monteur. Donc, il faut réussir à avoir quelqu'un qui a ton œil artistique, etc., et qui en plus est sérieux et rigoureux. Donc voilà, nous on apporte ce côté sérieux, rigueur et créativité, on va dire, pour venir sublimer le contenu d'une vidéo. Le but c'est que quand un client vient chez nous sur Creative Edits, donc qui est la partie agence de Creative Group, qu'on lui permette de résoudre tous ces problèmes. Ok. La deuxième partie, c'est Creative School, qui est notre organisme de formation lié au métier justement de YouTube. Donc ça, j'ai été le premier aussi en France à lancer une formation. Donc je l'ai fait sous JSmack à l'époque. En fait, ça faisait partie Ok. de la roadmap, si tu veux, dans Okamedia. En fait, avec Creative Group, je crée ce que j'avais voulu faire avec Okamedia, mais que j'ai pas pu faire parce que JSmack m'avait racheté, et donc j'étais plus seul maître à bord, tu vois. Donc j'avais plus le choix. Mais donc il y a cet organisme de formation et l'idée c'est de former les gens au métier de monteur vidéo YouTube, de media maker YouTube, de demain les autres métiers également. Donc tu vois scriptwriter, enfin en tout cas auteur, tu vois pour des vidéos, écrire des vidéos YouTube, potentiellement motion design, etc. Doubleur mineur au niveau de tout ce qui est l'angle et tout, parce que c'est en train d'exploser sur YouTube, ça. Ouais, complètement. Donc, enfin voilà, l'idée, on commence par notre savoir-faire premier, c'est-à-dire le Hmm. montage vidéo et les miniatures. Mais demain, on va aller s'étendre, soit en faisant nous-mêmes enfin, de manière propriétaire, on va dire, en créant les formations, soit en allant s'associer au meilleur du sujet. Par exemple, si demain il y a une boîte, tu vois, où vraiment des gens experts sur le métier, tu vois, d'auteur sur YouTube, on va s'associer avec eux, tu vois, pour co-créer une formation et nous on Hmm. va aider à la distribuer. Enfin voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on ait un endroit où il y ait tous les métiers de YouTube auxquels on puisse se former pour se lancer et ensuite se faire embaucher par Creative Edits, donc notre agence de montage vidéo YouTube, ou via le troisième du coup pilier de Creative Group qui est une marketplace de recrutement en fait de freelance YouTube. Où là l'idée c'est que les créateurs puissent venir recruter facilement, un peu comme sur un, tu vois, Indeed, qui est la plateforme Ouais. de recrutement la plus connue, on va dire, dans le monde Oui. standard du travail. Bah en fait l'idée c'est de faire une sorte de Indeed un peu mais de YouTube, donc un Indeed qui est by design fait pour que les profils créatifs soient mis en avant. Donc on va mettre en avant tu vois des portfolios YouTube, etc. En fonction des métiers, de si t'es miniaturiste, monteur, etc. On va présenter ton profil d'une manière optimisée, on va dire, et vendeuse. Hmm. Et donc voilà, avec ces 3 piliers-là, on vient répondre à tous les besoins des créateurs sur la partie recrutement de freelance, parce qu'on vient les former et en avoir en même temps d'autres, soit qu'on a formé, soit qui viennent de l'extérieur sur la plateforme de recrutement qui s'appelle Web Talent, j'ai pas dit le nom. Ok. Soit les créateurs ont pas envie justement de se taper le recrutement, même si on leur facilite avec cette marketplace. Bah, s'ils ont pas envie de le faire et qu'ils ont juste envie de déléguer, bah, ils ont notre agence pour la partie montage. Et au milieu, du coup, on a notre organisme de formation pour tous les gens qui souhaiteraient se lancer et faire de leur métier, on va dire, une activité de freelance sur YouTube, que ce soit montage ou autre, encore une fois, ou même pour les freelances qui débutent et qui souhaitent passer au level supérieur, quoi.
OK, OK. Voilà, c'est ce que j'avais vu, on va dire, au niveau du site internet. Et ça fait combien de temps, du coup, que ça a été créé, là? C'est récent? Là, ça fait un mois qu'on a lancé officiellement. Moi, ça fait 4 ans que j'ai le projet, du coup, comme je t'ai dit, parce que c'était ma vision de base avec Ocamedia, Ouais, que j'ai ouais, pas pu dérouler quand j'étais chez Jelly Smack. Et donc là, maintenant que je suis parti du coup de Jelly Smack, c'est ce que je fais. Du coup, j'ai un quatrième pilier, si tu veux, mais c'est plus une vitrine entre guillemets qu'autre chose. C'est mon podcast, effectivement, Solo Créa, que je viens de lancer du coup en même temps que tout ça. L'idée, c'est d'inspirer les gens, que ce soit les créateurs, les créatrices dans toutes les niches, ou les gens les freelances de YouTube, ou les gens qui souhaitent se lancer pour devenir créateurs ou freelance sur YouTube, bah leur montrer un peu tous les parcours qui existent et en décortiquer les backstage, quoi. Ouais, ouais, bah, justement, j'ai vu ça. Et en vrai, ça fait quelque temps quand même que tu as fait un peu tout ce qui est, du coup, comment on appelle ça, faire tout simplement les podcasts avec tes invités. Ouais. Et tu as Le commencé à le tournage? lancer il y a très peu de temps, en vrai, là, ça, Ouais. c'est au début, là. Ouais, j'ai pris 18 épisodes d'avance. J'ai commencé. J'aime je- bien. je- Ouais, ouais, bah, en fait, je voulais éviter de me retrouver dans une situation justement où je suis en flux tendu, tu vois, parce que je sais le boulot que ça représente. Ouais, Je sais que j'aurais pas été capable de tenir un rythme de un épisode par semaine en termes de publication si j'avais pas de l'avance. Donc là, j'ai peut-être trop d'avance. 4 mois, c'est beaucoup en vrai parce que tu vois, j'ai reçu Yomi du coup sur le podcast qui m'expliquait que pour lui c'était beaucoup trop, tu vois, parce que le fait d'être en flux tendu a aussi des avantages. Ça te permet en fait d'avoir notamment du feedback concret que tu peux appliquer dès la prochaine vidéo. c'est vrai. Alors que Ou là, dans ouais, mon cas, dès le prochain 4 mois, podcast. là, Ah là, 4 mois. Et tu vois, il y a des soucis, il y a des choses, des retours qu'on m'a fait sur le premier podcast. que Et tu en fait, vas le pas problème, pouvoir, il y est pendant 18 épisodes, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a, bon, c'est pas des gros problèmes, mais je veux dire, tu c'est vois, c'est un peu chiant parce que tu peux ouais, ouais. pas, donc c'est normal. Ouais, tu peux pas AB test un peu tes trucs. Mais du coup, par exemple, c'était quoi le truc qu'on t'a fait remonter, là, dès le premier épisode? Un truc tout bête. Euh, là, c'était ouais, le truc tout bête qu'on m'a remonté, c'était que je coupais trop la parole à mon invité. Donc, bon, Ça, mec, erreur ça, c'est difficile. Ouais. c'est le premier épisode, c'est totalement normal. Moi, c'était Ouais. pareil. J'étais tellement, en plus, je la connaissais un petit peu, ma première invitée, que j'étais tellement excité par l'exercice que Ouais. je lui coupais la parole et tout. Et elle, sur le coup, elle m'a pas du tout dit je lui coupais la parole. Et bam, j'envoie le podcast. Et j'ai deux, trois potes, ils me disent, ouais, en vrai, enfin, ça se voit que t'étais à fond, mais du coup, Ouais. je coupais la parole. Et là, j'étais Ouais, en mais mode, juste ta oh gueule, quoi. non! C'est vrai, C'est ouais. ça? Non, je dis, ouais, c'est vrai, c'était bien, mais par contre, tais-toi, quoi. Genre, ne coupe pas la parole. Non, non, mais oui, bah, c'était un peu ça l'idée. Mais bon, en vrai, ça va. Hein, je veux dire, j'ai pas eu de. C'est un retour, c'est une petite amélioration. C'était pas non plus, c'est pas horrible à Ouais, l'écoute, mais vu que c'était le premier, effectivement. Mais ça, tu vois, j'ai pas eu besoin du retour pour arrêter de le faire ensuite, parce que ouais, du coup, ouais. je m'en étais déjà rendu compte tout seul et puis naturellement, je l'ai moins fait aussi pour les épisodes suivants. Mais donc ça, c'est un retour pour ma fait. Mais sinon, ça va plus être des problèmes liés, par exemple, à la technique, tu vois. Il y a des soucis, quand il y a des soucis de lumière, par exemple, il y a 7 épisodes d'affilée où j'ai des soucis de lumière. Ils sont pas Hmm. encore sortis les épisodes, mais bref, c'est des trucs comme ça. Ouais, 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 non, Dès que je tourne en studio, il y a des soucis comme ça dont je me rendais pas Je, forcément compte, et j- donc voilà. j'imagine, Ça, ouais. Et en vrai, un truc tout bête, parce que je pense que tu connais l'importance maintenant, on va dire, du podcast. T'as pas eu l'idée, par exemple, je sais pas, de monter un studio, une franchise de studio en France au niveau du podcast, et encore une fois, d'avoir un peu aussi potentiellement ce monopole au niveau de la production du podcast, parce qu'en général, t'as toujours t'arrêtes dans un studio, et eux, ils ont, bah, du coup, enfin, toutes les caméras, et ils font la production eux-mêmes. Et ouais. t'avais pas peut-être cette envie d'aller un peu sur ce format-là qui, je pense qu'on le sait tous les deux, va quand même continuer à exploser. En termes de business, tu veux dire? Ouais, en termes de business, ouais. Franchement, non, parce que j'aime pas tout ce qui est business physique. Franchement, Ok, c'est ouais. trop d'emmerde, tu vois. Bon, là, t'as décrit le modèle de Podspace, littéralement, je pense. Ouais, Mais moi, j'aurais été incapable de faire ce qu'ils font, c'est faire de l'immobilier. Donc, j'ai fait un peu d'immobilier, moi. J'ai une ouais. douzaine de lots, mais voilà, j'ai beaucoup d'emmerdes. J'ai un projet qui s'est très mal passé où je suis en procès Ah pendant ouais. encore 2 3 ans, là, minimum, facile, tu vois, pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Et en fait, dès qu'il y a, ça touche au physique, c'est chiant, tu vois. Genre, moi, je suis un gars d'internet, tech, produit, montage, ok. Mais Hmm. pas, dès que ça va dans le physique, je sens que je pense que j'aurais pu le faire, mais en fait, j'aurais clairement pas été la meilleure personne pour le faire, tu vois. Ok, ok. Bah, étant donné qu'on parle un peu aussi du fait que maintenant t'es derrière un peu le micro, etc. T'as fait quelques interventions au niveau du contenu, enfin enfin, comment on appelle ça, de la série d'Oussama Mar au niveau des débats. Comment t'en es venu à travailler avec Oussama Mar? Parce que du coup, j'imagine qu'au début, produisais certaines vidéos, donc Ouais. bah, voilà. Comment ça se fait maintenant qu'après t'es passé un peu derrière, côté derrière un peu la caméra, et comment tu vois un peu cette expérience du coup? Ouais, bah, écoute, c'est vrai que
C'était pas prévu en fait que je me retrouve animateur de débat sur la chaîne d'Oussama. C'était pour dépanner parce que de base le comment dire ça, ouais, le médiateur, si on peut l'appeler comme ça, était pas dispo. Et donc c'est Oussama qui m'a dit ah bah vas-y en vrai viens toi tu peux faire l'affaire et tout. Et donc je me suis retrouvé tu sais, Excellent. parachuté là alors que je n'étais même pas expert du tout des sujets dont on traitait donc j'ai du tout bref je peux pas choter avant les épisodes tu vois. Mais en gros comment est-ce que je me suis retrouvé là? C'est parce que je suis encore aujourd'hui head of content pour la chaîne YouTube de Yomi. Pour tous ces réseaux, en fait, enfin, j'ai la responsabilité, on va dire, des réseaux sociaux de Ok. Yomi et du fait que ça performe, mais avec un gros focus sur YouTube, parce que c'est la plateforme la plus importante et la plus stylée, évidemment. Ouais. Et de par mon parcours en fait avec Okamedia et Julie Smack, etc. Lui, voilà, donc Yomi à l'époque recherchait un head of content, c'est lui qui est venu me chercher et pour me recruter en fait tout simplement pour que je travaille avec lui et que je dirige un peu toute son équipe et du coup celle des autres chaînes YouTube gérées par Mindio. Donc Mindio c'est la boîte de Yomi dans laquelle il y a enfin avec qui il est associé si tu veux pour faire simple à Oussama Hamar, Timothée Moirou, Théo Rizzi et sur laquelle il y a le podcast Sans Permission aussi qui marche assez bien sur YouTube. Et donc moi j'avais la responsabilité de toutes les équipes et de toutes ces chaînes YouTube là. Et donc je suis arrivé pour, on va dire, voilà, optimiser justement les process. Enfin, en gros, un peu appliquer encore une fois toute cette stratégie, toute cette essence, tu vois, YouTube et de process et de système que j'avais pu mettre en place à l'échelle justement via Okamedia pour réussir à faire de la qualité at scale encore une fois parce que c'était ça le défi d'Okamedia. Et donc il m'a recruté pour ça et donc naturellement, bah, vu que je bossais sur les contenus d'Oussama aussi, comme je t'ai dit, c'était pas prévu de base, mais il fallait quelqu'un et donc j'étais le seul mec dispo sur Paris parce que je vis sur Paris du coup depuis 2 ans au moment où Ok. j'ai quitté ma Savoie dont je t'ai parlé. Normal. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé sur la chaîne d'Oussama, c'est tout simplement parce que j'étais responsable de sa Ouais. chaîne, mais aussi de celle de Yumi. Ouais, du coup, mais non, ouais, forcément, je pense que tu travailles autant avec eux que tes potes avec eux. Entre guillemets, tu dois, je pense, on va dire, les voir assez souvent. Il doit avoir une Pas bonne, on tant en va dire. vrai, bah eux ils sont à Dubaï, surtout. Ouais, mais quand ils viennent Moi à Paris, je pense que tu les vois. ouais, mais je travaille surtout avec Yumi quand même. Moi, Ouais, maintenant oui, Oussama, oui. enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, justement, moi j'ai bossé beaucoup avec toutes les chaînes, dont Oussama pendant 1 an. Et en fait aujourd'hui, on a changé de modèle où chacun va avoir sa propre équipe, et donc aujourd'hui, moi je reste focus sur le contenu de Yomi, sur la chaîne de Yomi, voilà. Ouais, Ce qui est pas en plus plus. mal, ça permet de faire du meilleur travail. Ouais, et puis en plus, là, il va vraiment partir, je pense, on peut en parler parce que il le prône clairement dans le podcast. Il va vraiment partir aussi sur une partie divertissement parce qu'il va Ouais. atteindre un nouveau marché. Le côté business, c'est pas qu'il y a un plafond de verre, mais je pense qu'il a fait le tour des sujets. Il va continuer à augmenter sa qualité, sa quantité au niveau de ça. Mais je pense qu'il a envie d'aller vers autre chose. Et du coup, clairement, le divertissement en fait partie. Et d'ailleurs, bah, par exemple, ouais, vu qu'on en a parlé en off, ça te dérange, enfin, ça te va de parler de ça? C'est au niveau, par exemple, de Yumi, quand il te veut pour justement la production d'une vidéo et bah, j'imagine aussi, bah, le jour J que tu sois là, combien ça coûte, on va dire, une vidéo au global, heu, en termes de quand tu es présent, sur le site pour faire, bah, du coup, tout ce qui est, bah, présence, caméra et cetera, jusqu'à la post-production? Grosso modo, un projet vidéo peut prendre, combien de temps versus combien ça coûte? Ouais, écoute, un projet vidéo, on va dire dans le format de divertissement dont tu viens de parler pour la Ouais, chaîne de Yomi, ça coûte rapidement plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà, ouais, c'est ce que en je me termes de disais, ouais. prod. Donc quand je parle de prod, c'est vraiment organisation du tournage et tournage, c'est-à-dire payer tous les techniciens, le matériel, le studio, ou Ouais, bref, les lieux de tournage, quoi. Ça coûte minimum 10 000 euros jusqu'à 30 40 000 OK. en fonction du format. Et ensuite, il y a toutes les équipes, que ce soit moi ou les autres équipes avec qui je travaille, enfin mon équipe quoi, chez Yomi, qu'il faut payer aussi et qui parfois bossent pendant plusieurs semaines, on va dire, sur un concept, que ce soit pour le préparer ou après pour la partie montage, etc. Où le montage c'est vite plusieurs milliers d'euros aussi parce que c'est des gros formats, des vidéos d'1 heure, entre une demi-heure et 1 heure, quoi, on va dire. À dérocher, tout ça, c'est Ouais. Donc le gros des coûts, ça reste quand même la partie prod sur des formats comme ça. Donc on va dire tournage, mais en rajoutant tous les autres frais qu'il y a autour sur la partie préparation et post-prod, etc. Voilà, on reste à la fin quand même sur plusieurs dizaines de milliers. Ça, c'est sur les plus gros formats du coup de sa oui, oui, chaîne. oui. Où là, on en a fait pas mal justement ces derniers temps. Où là, moi, je suis sur place à chaque fois du coup pour un peu superviser, voir que tout se passe bien, même si on travaille avec des gens qui sont bien meilleurs que moi justement sur la partie prod. C'est pas ma zone de génie du tout. Euh, Moi, là où je suis bon, du coup, c'est plus sur la partie process, donc un peu, je suis gardien des deadlines, si tu veux, sur tout ça, un peu comme un super chef de projet finalement. Je suis là pour faire en sorte que tout le monde ait tout ce qu'il faut pour travailler correctement, réaliser son travail. Et je m'occupe surtout après de la partie post-prod, vu que c'est là où j'ai le plus d'expérience en l'occurrence. Donc, je vais vraiment travailler main dans la main avec les monteurs
supervisé jusqu'au bout, etc. pour avoir un rendu final qui est parfait, quoi. OK, Voilà. OK. Après, sur les autres formats de la chaîne de Yomi, donc les formats Facecam, ça c'est du classique. Donc il y a un studio qui est loué, ça coûte voilà. Enfin c'est du standard YouTube, on va dire. Où là le gros des coûts est plutôt sur la partie pardon post-production, donc Clairement, montage. clairement, clairement. Bah, écoute, ça marche top et pour en venir un peu, on va dire, ouais, au niveau de la creator economy, un peu, ouais, avoir, je vais te poser quelques questions par rapport à ça parce que, voilà, je pense que tu as une très bonne expérience maintenant là-dessus, surtout que tu as commencé tôt donc tu as pu voir vraiment l'évolution de YouTube et grosso modo pour toi, au niveau de la creator economy et surtout l'avenir de la creator economy, comment tu vois un peu l'arrivée, on va dire, des nouvelles technologies de type IA? Ouais. Autant, que ça peut impacter le métier de créateur et autant ça peut impacter le métier de monteur vidéo et tout ce qui est Mm. ensuite. Parce que maintenant on peut carrément faire on peut monter avec de l'IA, mais c'est pas encore, ça. Enfin, comment tu vois la chose? Ouais, bah écoute, l'IA, selon moi, c'est une énorme assistance, c'est un gros boost en fait pour tout ce qui est contenu court, donc vertical, donc sur les plateformes voilà qu'on connaît, TikTok, YouTube Short et les Reels sur Insta. Ça aide sur les formats longs dans une certaine mesure. Là, il y a Adobe justement qui vient d'annoncer au moment où on se parle certaines fonctionnalités récentes, mais qui en fait tout va tellement vite que je sais même pas si ça sert à quelque chose de détaillé, tu vois les Ouais, fonctionnalités. Mais aujourd'hui sur le format long, en gros pour résumer, je pense que l'IA ne remplace absolument pas un bon monteur vidéo. Parce que en fait ça permet de faire des choses basiques genre cut les blancs, tu vois, aller plus vite sur le dérush, ce genre de choses. mmh, Les captions, donc sous-titrer les vidéos. Adobe a Premiere Pro a une fonctionnalité en fait de sous-titrage automatique qui marche très bien. Maintenant ils viennent de le sortir en version traduite aussi. Enfin tu peux le faire dans 17 langues en 2 clics, tu vois. Euh, ils ont sorti des fonctionnalités, je sais pas, de recherche de rush, tu vois, de recherche de séquences précises ou de plans, tu vois, de 1 seconde spécifique, si t'as 17 heures de rush, de retrouver en quelques secondes juste un peu en mode moteur de recherche, quoi, au sein de tes rushs. ouais, Voilà, pardon, je l'ai mal exprimé, mais t'as compris. En fait, voilà, c'est plein d'outils d'assistance comme ça, mais ils vont pas venir remplacer un monteur vidéo qui va lui assembler tout le contenu et encore moins totalement. faire tous les effets. Aujourd'hui, After Effects, t'as besoin d'avoir un bon monteur, un mec qui est bon dessus pour faire des effets. Sur la partie short, c'est différent parce que souvent c'est pas du multicam les shorts, c'est souvent des extraits de contenu plus long. Donc par définition, enfin, bosser au montage des extraits de contenu longs qui sont souvent déjà montés, ça demande moins de travail. Donc le fait qu'il n'y ait pas de multicam, plusieurs pistes son, etc., ça simplifie beaucoup la chose. Et même chose, vu qu'après c'est beaucoup de captioning, donc de sous-titrage sur les formats courts et de sélection des meilleurs moments. Et donc que ça se fait principalement par le texte. Les IA sont très fortes pour ça et il y a plein d'outils. Voilà, je vais pas les citer parce que pour pas faire forcément de promo à l'un ou à l'autre, mais Mmh, je peux en citer quelques-uns si tu veux, mais en gros, des outils qui vont venir vraiment faire les 90% du travail sur les shorts et où après le monteur a plus qu'à ajuster. Donc pour moi, les shorts, ça pourra être très rapidement, là, je pense, avant la fin de l'année, être monté 100% par des IA sans problème, tu vois, que ce soit mmh. très quali. Les formats longs, je pense qu'on a encore un peu de temps devant nous, mais si ça continue à cette vitesse-là, il y a bien un moment où ça va arriver aussi. Je dirais qu'il y a sur les formats longs YouTube très produits, ça aide surtout pour les illustrations, donc sur la génération d'images, sur le dérush dans une certaine mesure, donc cut des blancs et ce genre de Ouais, choses, comme je l'ai ouais, dit. clairement. Et après, efficacité au montage, donc le sous-titrage, recherche de séquences et plein de petites fonctionnalités comme ça. Mais ça vient pas remplacer l'intelligence et la créativité du Ouais et puis monteur. ouais, surtout la créativité pour moi. Ouais, Créativité, exactement. à 200. Les IA sont pas créatives aujourd'hui d'un point de vue vidéo, dans le sens, alors attention parce que les gens vont me tomber dessus, mais voilà, il y a des IA très fortes aujourd'hui. Tu sais, il y a les prolongements d'images ou prolongements de vidéos, donc Ouais, c'est très ouais. bien pour la génération. Mais tu files aujourd'hui, en l'état, au moment où on tourne, tu files 4 plans de caméra, enfin 4 caméras différentes à une IA avec 8 pistes son, micro désynchronisé, machin. Enfin, il va rien se passer du tout, tu vois, ça n'existe pas. Il faut, Ouais, je suis en train un peu de tâtonner quand même avec, bon, pour un format podcast, c'est pas très gênant, mais avec, AutoCut, ouais, l'extension de Premiere Pro. Bon, pour, du podcast, c'est quand même pas mal, le multicam, ouais, c'est ça. est plutôt pas mal géré. C'est ce que j'utilise moi pour, tu sais, faire la mul bah, je vais faire, ouais, le multicam de notre podcast pour qu'il y ait Ouais, 3 ouais, caméras, mais on va parce que dire. c'est le format le plus simpliste du monde à gérer. Ouais, 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 clairement, c'est Mais tu sûr que vois, c'est pas la même chose, je sais une pas fois si que c'est tu déjà vois? parfait ou pas, mais C'est pas j'imagine parfait, que hein, tu dois quand mais même voilà. repasser dessus pour peaufiner. Mais tu vois, si Ouais, déjà je c'est repasse, pas, mais ça va. Franchement, voilà, il y a un petit progrès et puis ouais, on va pas se mentir, tout ce qui est dérochage, on va dire la partie complexe et qu'on automatise aussi dans des métiers comme, bah, je sais pas, être caissier, caissière et que maintenant il y a des caisses automatiques, des choses comme ça. C'est pour libérer, on va dire, l'humain sur, la partie un peu chronophage et améliorer, enfin pousser la partie créativité. Pour moi, ouais, je pense que la partie créativité, sera toujours là. Après encore une fois, faut pas faire des contenus où les gens du coup, veulent un peu d'un shot de dopamine mais qui veulent rien apprendre. Tu vois? C'est ouais, encore le même truc. exactement. Donc ouais, bah, écoute,
En vrai, je pense qu'on a fait le tour un peu des questions, puis je pense que t'as madame derrière qui fait un peu de bruit avec la cuisine, donc Oui. pour Ah éviter merde, de... t'entends? Ouais, je pense qu'on va entendre, mais c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Ah, je suis désolé. C'est pas grave. Juste, du coup, j'ai ma petite question que je pose à mes invités en fin de podcast. En gros, bah voilà, le podcast s'appelle Équilibre Performance. Bon, au vu de ton profil et de tout ce que tu as fait en étant jeune, je pense que la question est vite répondue, comme dirait un certain créateur de contenu. C'est en gros, pour toi, est-ce que c'est l'équilibre, on va dire, dans ta vie qui t'a amené la performance dans un domaine précis, ou c'est totalement un déséquilibre, enfin, c'est tout simplement d'aller chercher la performance dans ta vie qui t'a apporté un équilibre? Je pense qu'au vu de ton profil, c'est plutôt ça. Ouais, option Ouais. 2, 100%. J'étais un énorme chimpanzé pendant des années. Là, j'essaye de renverser la balance. Mais comme je t'ai dit, tu vois, l'année Covid, c'était la pire année pour ça. C'est que Ouais. le mot équilibre n'existait pas dans mon vocabulaire, même depuis le début, hein. L'année Covid a été la pire, mais depuis le début, c'était le cas. J'étais vraiment en tunnel, enfin que ce soit ma santé, l'entourage, enfin que ce soit l'équilibre en vie perso, santé ou sport, enfin tout ce que tu veux, il y avait zéro équilibre quoi. Je vivais pour travailler et aujourd'hui j'essaye de changer de paradigme et de travailler plus intelligemment. Donc j'arrive à faire plus de choses en travaillant moins. Donc ça prouve, je pense que j'arrive à travailler mieux Hmm. qu'avant. Mais il me reste encore du chemin. Je travaille toujours trop, tu vois, à mon sens, en termes de volume. Donc il faut que j'arrive à m'améliorer sur ça. Alors, je sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, Ouais, non, j'avais bien cerné, on va dire le parcours, que c'était clairement plus la performance pour toi. ouais. Après, tu l'as toujours vu comme ça, Ouais, mais donc j'essaye de changer. Enfin, je veux dire, tu vois, ouais, j'essaye ouais, de pas alimenter trop le discours de il faut absolument, tu vois, être autiste et ne faire que travailler pour faire des choses. Moi, c'est ce qui m'a permis, je pense, d'en arriver là, parce que ouais, si j'avais clairement. pas été aussi intense, on va dire, dans mon projet, bah, ça se serait jamais passé, parce que c'était, enfin, tu vois, tout se joue au détail. Et en fait, quand tu peux pas aller, tu vois, faire, j'arrête avec les anglicismes, mais tu vois, l'extra mile, tu peux pas aller le chercher en fait si t'as pas un niveau d'intensité qui est extrême. Non, mais clairement, normal, tu peux Donc pas là, j'essaye de toucher, trouver d'autres ouais. modèles, mais c'est pas facile, ouais. Non, mais totalement. Bah, écoute, je te remercie pour ton temps. Où on peut te retrouver au niveau des réseaux sociaux? Bah Grosso écoute, modo. sur donc Instagram @adam donc ADHAN. Ensuite sur X et LinkedIn, c'est là-bas que je poste le plus. C'est Insta où je suis plus actif quand même. OK. Sinon après je dirais LinkedIn et X selon affinité. Pareil Et Adam, voilà. tes solo podcasts, bien évidemment, Et ton bien sûr sur le podcast. podcast sur lequel je reçois du coup des créateurs de contenu et des créatrices de toutes les niches. Donc voilà, je reçois autant des gens du gaming que de l'ASMR que des shorts, voilà. C'est très intéressant de décortiquer et de creuser un peu tout ça. Et aussi, comme je le disais, je reçois des gens d'un peu tous les métiers du coup des réseaux sociaux. Donc les gens de l'ombre plutôt, donc des monteurs vidéo évidemment, des monteurs un peu stars, des graphistes, des auteurs qui écrivent les vidéos, voilà pour vos créateurs préférés ou qui Ouais. montent leurs vidéos. Voilà, travailler Ouais, avec eux en tout mais cas pour mmh. montrer un peu tous les parcours possibles. Quoi. C'est une très bonne idée au niveau du contenu de montrer un peu vraiment ce côté backstage de Ouais, tous les acteurs du métier, et qu'il n'y a pas juste le youtubeur, le monteur et ça s'arrête à là. ouais, Donc c'était tout le but. Donc écoute, je suis content si tu valides. Merci ouais, beaucoup. Et ouais, merci encore une fois pour trop. l'invitation. C'était très 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 Bah cool. écoute, je te remercie de ton temps et puis je vous dis à la prochaine équipe. Allez, ciao. À bientôt. Merci beaucoup. C'est la fin de l'épisode l'équipe et j'espère qu'il vous aura plu et surtout que vous avez appris des choses car c'est le but avec ce podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, que ce soit sur YouTube ou la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous appréciez le podcast, vous pouvez vous abonner, que ce soit sur YouTube ou la plateforme d'écoute de votre choix, car il y a 3 épisodes qui sortent toutes les semaines. Et je tiens à garder ce rythme. Vous pouvez également me laisser une review de 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Ça soutient énormément le projet et notamment en termes de référencement naturel. Vous pouvez retrouver toutes les actualités de Équilibre et Performance, que ce soit sur le compte Instagram ou sur le compte TikTok en tapant équilibre-ET pour performance. Vous retrouverez au cas où tout en description, que ce soit sur YouTube en version streaming audio. Prenez soin de vous et atteignez vos objectifs avec équilibre et performance. On se dit à la prochaine équipe.